Allez, on va attaquer cette soirée. Donc, merci d'être venu pour cette quatrième saison des conférences. Voilà, je constate que on a toujours du monde qui vient nous rencontrer. Donc, ce type de conférence plaît de plus en plus. Donc, merci à vous en tout cas d'être venu ici. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur d'accueillir pour cette conférence pêche à la truite, donc Guillaume, qui est guide de pêche dans le Cantal. Il va se présenter en détail tout à l'heure. Mais voilà, je vais tout de suite lui laisser la parole et puis on se retrouve tout à l'heure en fin de conférence pour la suite. Tac. Tu avais enlevé tout à l'heure. C'est léger. Hop là. Ça marche du coup? Non? Il faut que tu le... C'est bon? Il est vert? Avec le volume. Ah, non. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Non. Sinon je peux parler fort. Non. Peut-être Alors que il marchait. quelque chose- Bon, c'est pas grave. On va... Peut-être qu'il y a quelque chose de mal, mais... Allô, allô. C'est mieux. Ah oui, il faut quelqu'un de plus compétent, c'est impeccable. Donc bonjour à tous, du coup merci beaucoup d'être venus. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée. L'exercice est... j'ai pas trop l'habitude de faire un exercice avec autant de monde. Je passe beaucoup de monde dans la saison, mais en général un par un ou deux par deux. C'est un petit peu différent. Donc on va parler en effet de pêche à la truite et pêche à la truite au leurre. J'en profite, j'ai beaucoup parlé de pêche à la truite en lac cette année avec le développement de l'AREA, on en parlera tout à l'heure, vite fait. Mais là, je vais vous parler de pêche à la truite en rivière. C'est de là que... Là, ça va? Non, ça marche pas. C'est, on va dire que c'est ma religion à l'origine. J'adore, bref, c'est vraiment ce que j'aime énormément. Et comme cette année, j'en ai moins parlé, je suis ravi d'en parler avec vous ce soir, parce que c'est vrai que ça m'a un peu manqué. Donc je vous ai fait un petit plan. Donc rapidement, je vais me présenter. Je ne suis pas certain que ce soit forcément le CV le plus intéressant, hein, mais au moins, pour ceux qui ne me connaissent pas, ouais, ça me constituera un petit peu le bonhomme. Après, on parlera de la définition de la truite au leurre, parce qu'évidemment, il y a plusieurs techniques truites. Alors j'ai essayé de définir un petit peu ce qu'était de la truite au leurre, ce qui en était un peu moins. Les poissons ciblés, pareil, assez simple, on ne va pas rester là-dessus parce que c'est écrit dans le nom, c'est pas trop compliqué. Et après, donc je vous ai fait un gros trait parce qu'en fait, il a bien fallu faire des titres, mais pour être honnête, tout se mélange. Après, on en verra au niveau des questions. Évidemment, il y a des liens entre tous les points qui suivent, ils sont liés les uns aux autres. Donc on va parler en priorité des types de leurres. Ça paraissait du coup simple il y a ne serait-ce que 15 ans. Mais maintenant, les types de leurres, il y en a énormément. Quand on voit des boîtes à leurres de truiteux, maintenant c'est exceptionnel. On dirait des boîtes de pêcheurs à la mouche. Et du coup, ça serait intéressant de faire un petit point là-dessus. Les caractéristiques des leurres eux-mêmes, évidemment. Ça, vous voyez, il m'a fallu 2 diapos pour parler des leurres. Le matériel en général, donc on va parler des cannes. On en parlait tout à l'heure, c'est un peu ma passion, les cannes à pêche. Les attitudes des phases d'activité des salmonidés, ça c'est la base. Hein. Donc, du coup, le matériel d'un côté et l'activité du poisson pour essayer de s'y adapter évidemment. Les animations, l'animation des leurres évidemment, c'est pas les animations estivales. Les types des milieux et les couches d'eau, ça c'est pareil parce que forcément s'adapter à l'un et à l'autre c'est la priorité, c'est à ça que sert toute notre stratégie. Et on passe à la 10e du coup après stratégie, rapidité de prospection, le placement sur la rivière, du coup du pêcheur, et le petit point on en parlait sur le trou area avant une conclusion. Vous m'arrêtez si parce que je suis un grand bavard. Donc une fois parti, normalement il faut m'assommer. Il y en a qui vont me taquiner là-dessus, mais c'est pas grave. Du coup voilà, donc tout ça, alors vous me dites, vous n'hésitez pas même à interagir si vous avez des questions, parce que mine de rien, on va faire du concentré, on a un petit 2 heures. Et du coup, par contre, je vais essayer de rentrer un peu dans la technique, parce que mine de rien, la truite au leurre, c'est une technique qui est très technique, très précise. C'est comme ça que je l'aime d'ailleurs.
Et forcément, voilà, je ne sais pas si tout le monde a l'occasion de pêcher la truite régulièrement, mais il ne faut pas hésiter à me secouer et à me à me poser des questions. Donc on va attaquer de suite, tac, et ça marche, par la présentation. Je m'appelle Guillaume Vernet, j'ai 33 ans, vous voyez, je suis encore un peu jeune. Et je suis guide de pêche, alors guide de pêche en rivière depuis longtemps maintenant. Ça fait 10-15 ans que je guide, j'ai cette chance, c'est un métier fabuleux, exigeant mais formidable. Alors en rivière c'est doublement exigeant, mais c'est encore plus formidable sans doute. Vraiment que du bonheur, et j'habite dans le Cantal, donc à 2h30 d'ici à peu près. Vous voyez, au passage, j'ai aussi des gîtes, donc ceux qui veulent passer des vacances, vous n'hésitez pas. On le disait tout à l'heure, c'est pas remboursé par la Sécu, mais ça devrait, parce que ça fait vraiment du bien. Donc on a la chance d'avoir des rivières dans le Cantal exceptionnelles. Vous en avez aussi pas loin, des rivières formidables pour la pêche en truite au leurre. C'est vrai que ça fait des années, donc moi je guide quasiment aujourd'hui que sur la truite au leurre. J'ouvre 70 sorties par an pour se donner une idée. Et donc je dois avoir 55 sorties truite au leurre, donc c'est beau. Donc ça tombe bien parce que c'est celle où je suis le moins mauvais, du coup forcément. Donc ça me plaît énormément. J'ai eu la chance de faire un film il y a 4 ans, peut-être certains l'ont vu, c'est le film Truite au leurre. Il y en a eu un second avec Michael. Et moi j'avais la chance d'être dans le premier. On avait fait le tour un petit peu de la France, on était en Bretagne, on avait été dans le Tarn, on avait été dans le Cantal évidemment, on avait commencé par la maison. Plus proche d'ici, on avait été sur l'Albarine ou la Vienne. Et on avait fait, voilà, c'était une aventure exceptionnelle. On a été dans le Verdon aussi. Avec des poissons, on avait vu des poissons hors du commun. Et le but de tout ça, c'était à l'époque, le début du projet à 6 ans, mine de rien, parce que ça fait 4 ans que le film est sorti, c'était de montrer que cette technique truite au leurre, elle est noble. Faire un peu ce qui avait été fait sur les pêches au toc dans les années 80-90, en montrant qu'une technique à la truite, elle n'est jamais simpliste. Quand on va au bout des choses, elle ne peut pas. Le milieu l'est pas, hein, le milieu est compliqué, les poissons sont précis. Donc forcément, quand on va au bout, c'est pas juste de la cuillère et du poisson nageur sans savoir ce qu'on fait. On avait une image un peu ferrailleur, vous voyez, alors ça serait plus plastiqueur maintenant, mais voilà, du coup ce film était fait un peu pour ça, ça a bien marché. Hein. Aujourd'hui, il y a toujours des idées autres, mais le truite au leurre a une esthétique, il y a un monde autour de ça et assez noble, donc c'est une belle réussite. Alors il n'y a pas que le film qui avait réussi ça, mais j'espère que c'était en effet une petite pierre à cet édifice. Du coup, pour finir le CV, après on va arrêter ça. J'ai la chance aussi d'avoir, donc je vous l'ai dit, des gîtes et d'être le gestionnaire du premier réservoir pour la truite au leurre. Décidément, on ne change pas de sujet, vous voyez, quand on est buté, on va jusqu'au bout. C'est toujours dans le Cantal et ça s'appelle Truite Area. C'est le premier area de France, maintenant on en entend un peu plus parler. Il y en a qui ont fait des podiums ce week-end, je ne vise personne. Du coup, voilà, et qui a donné lieu à un championnat cette année qui m'a donné du boulot hein, au final, parce qu'on avait prévu 3 dates, on en a fait 17. Donc vous voyez comme quoi ça fonctionne pas mal. Et donc j'avais, on parle de la Truite Area Cup, et j'avais la chance aussi avant, depuis que je suis en fait, je suis sorti des études, je travaille dans la pêche, vous voyez, j'ai un peu de chance. Je travaillais pour un office de tourisme du Pays Gentiane, dans le Cantal toujours. Et on avait développé, c'était la première démarche vraiment d'accueil des pêcheurs. Donc c'était vraiment une belle expérience, très très sympa, qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà pour le CV. Ça, c'était pas le plus important. On va passer au cœur du sujet, la définition de la truite au leurre. En effet, parce qu'on se dit toujours truite au leurre, c'est formidable, mais il y a plein de façons de pêcher avec des leurres. À partir du moment où c'est artificiel, on pêche avec des leurres. Je vous ai mis une petite image de pêche à la mouche. Techniquement, la pêche à la mouche, c'est une truite au leurre. C'est de la pêche au leurre, puisqu'on leurre un poisson avec quelque chose d'artificiel. Il y en a d'autres, il y a le toc à la nymphe, par exemple, d'autres techniques qui permettent d'employer des leurres artificielles et d'attraper des truites. Donc, ce qu'on appelle plus truite au leurre, donc c'est évidemment des leurres artificielles. L'emploi d'un matériel ou UL ou L, donc assez light quand même, voire très light. Souvent c'est parmi les plus light d'ailleurs. L'emploi de cannes casting ou spinning, donc une canne à mouche évidemment, ça n'en fait pas partie. Avec une taille assez faible. Moi j'ai pris 2,70 m, c'est tout bête, c'est le standard à la FIPSEP, là, donc l'organe international, pour les compétitions mondiales. Donc
peut leur faire un peu confiance. Et bien sûr, quand on parle de truite-au-leurre, on vise, on va le voir juste après, principalement les salmonidés. Donc là, on va parler plus de pêche en rivière. Déjà que je suis bavard et qu'on en a pour un petit moment des fois, si on attaque les questions, etc. Si on commence à parler de pêche en lac, je pense qu'on y était demain matin. Donc voilà, je vous ai mis au fur et à mesure des petits encadrés avec des trucs un peu rigolos. Là, c'est juste pour dire en effet que donc les pêche au leurre, ça pouvait être très diversifié. Notre pêche pour aujourd'hui, ça va être donc, c'est ce qu'on appelle, on appelait communément le lancer il y a quelques années, évidemment. Depuis, ça s'est un peu complexifié. Les poissons ciblés. Alors les poissons ciblés, on a une belle truite là, hop, ceux qui sont là, peut-être par l'autre côté, tac, celle-ci, une belle truite fario évidemment, souche d'Ordogne, celle-là c'est une cantaloupe pure souche, donc un beau poisson, donc ça c'est le poisson qu'on va attraper en priorité, c'est 80% au final de la pêche à la truite au leurre en France, tout simplement parce que c'est notre poisson autochtone, donc on en est très fiers, puis on en a encore quand même des belles populations, ça dépend où évidemment, dans certaines zones de montagne on est quand même encore très chanceux. On a aussi la truite arc-en-ciel, on en reparlera sur l'arrière parce que c'est un poisson de sport assez exceptionnel, souvent on ne le connaît pas assez, souvent on le travaille mal, mais en termes de pêche c'est quand même assez exceptionnel, donc c'est souvent des poissons de remise par contre. Et après je vous ai mis un petit peu tous les salmonidés qu'on peut trouver, l'amble de fontaine, l'amble chevalier, plus en pêche en lac, le saumon atlantique, qu'on peut prendre aussi en truite-au-leurre évidemment. On parlait de light tout à l'heure, on peut se faire un peu secouer la pointe si on attrape ce genre de poisson. Et je vous ai mis l'ombre commun. On va parler tout à l'heure des pêches qui ont évolué, notamment des pêches type alimentaire. Et donc du coup l'ombre commun, ça devient une prise assez régulière. En guidage, clairement, en début de carrière, façon de parler, c'est un poisson que je ne ciblais pas du tout, parce qu'évidemment tournante, poisson nageur, etc., on n'en attrape pas ou peu, ça arrive, mais c'est rarissime. En tout cas, on ne peut pas le cibler particulièrement. Avec les pêches alimentaires, clairement, on les cible à des moments quand les truites font leur mauvaise tête et que j'arrive pas à en faire prendre mon client. On est sur une veine où on sait qu'il y a des dons, on en secoue une paire. C'est très marrant et du coup, ça me sauve de la mise. Ça a déjà cet avantage. Évidemment, je vous en ai cité quelques-uns rapidement, mais il y en a un truite au leurre, on va dire que c'est quelque chose d'assez mondial au final. J'ai eu la chance de recevoir des Japonais cette année. Au Japon, ça a une importance cruciale. Tous les leurres quasiment qu'on fait évoluer le marché ces derniers temps en viennent, donc c'est pas un hasard. Ceux qui connaissent un petit peu le nom des leurres, Yamame ou Chéri, saumon chéri, tout ça, ça doit vous rappeler des choses évidemment, parce que c'est des leurres qui ont été créés pour ces espèces-là et qu'on utilise sur nos espèces autochtones. Donc le saumon chéri ou saumon Yamame, c'est des saumons du Japon qui, par contre, n'ont pas le cycle de saumon atlantique. Eux, ils restent en rivière toute leur vie, donc quasiment comme des truites pour nous, mais scientifiquement, c'est des saumons. Donc on peut attraper tous les autres salmonidés qu'on va trouver dans le monde avec cette technique, à partir du moment où on adapte évidemment le matériel. Les types de leurres. Alors là, on est dans le vif du sujet. Je vous ai mis ma petite diapo où je suis en train de me creuser la tête, vous voyez. Ça c'est un guidage quand on n'a pas encore réussi à faire attraper un poisson au client et qu'on se dit mince, il va falloir se bouger. La taille, on va en reparler beaucoup de la taille, avec notamment la présence en eau, ça c'est une grande théorie très importante sur toutes les pêches au leurre, évidemment sur la truite ça marche aussi. Et donc le type de leurre, il y a 4 types de leurres principaux, évidemment le poisson nageur, je vous fais un peu de l'autre côté quand même. Tac. Le poisson nageur, celui-là il est un petit handmade, bien coloré. On a donc, ça c'est on va dire la première base, le vrai premier leurre de la truite au leurre, évidemment, c'est les leurres métalliques. Alors là c'est une ondulante que je vous ai mis. La première base c'était la cuillère tournante, avec les MEPS et autres panthères mortelles, on en reparlera parce qu'elles ont été un peu désuées à un moment, c'était plus la mode. Et pourtant c'est des leurres qui ont des intérêts stratégiques importants. Le leurre dur, donc tous les poissons nageurs, ça c'est la base actuelle de la truite au leurre. Les leurres souples, pareil, qui ont été, ça fait des années que je les utilise. C'est un moment, si on utilisait, même les pêcheurs de leurre dur, hein, ils disaient les gars qui avaient un souple, oh là là, mais c'est une hérésie, c'est pas bien. C'est formidable, le leurre souple, ça permet d'attraper des poissons qu'on ne peut pas attraper au leurre dur, donc c'est génial. Et les leurres alimentaires, on en a parlé rapidement sur les ombres. Là, je vous ai mis une imitation de teigne, montée sur une petite TP tungstène. Là, on a clairement
moi ça fait quelques années que je travaille là-dessus parce que clairement on appliquait l'idée aux pêcheurs à la mouche. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs à la mouche dans le coin. Clairement, la tête plombée, c'est une bille tungstène qui permettrait de pêcher en nymphe. Donc là, on la monte avec des petits hameçons nymphes et après on peut monter ce qu'on veut dessus. Maintenant, il existe des imitations, à peu près de tout. Dans les leurres, là c'est une imitation de taille, vous avez des imitations d'éphémères, de perles, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans la rivière. Et forcément, ça permet au niveau de la pêche, pareil, quand les truites ont parti, on parlera tout à l'heure des phases d'alimentation et d'activité. Sur certaines périodes, on peut attraper des poissons qu'avec ça. Les caractéristiques des leurres. Ça, c'est important. On a du coup, je vous ai mis les paramètres à faire évoluer au niveau du type de leurre. Ça, c'est ce qu'on appelle la présence dans l'eau. Il faut savoir qu'une truite, comme un peu tous les poissons, mais alors la truite, c'est assez marqué, c'est une proie comme un prédateur. C'est souvent le poisson majoritaire, en première catégorie, ça dépend évidemment des premières catégories. Des fois, c'est le seul poisson de la rivière. Donc, elle peut se faire manger par ses copines, donc prédateurs, et elle est aussi à peu près la reine de la rivière, elle mange tout le monde aussi. Donc, elle est tout le temps entre la mentalité, vous voyez, si on peut dire, hein, parce que là, c'est un peu de l'anthropomorphisme, mais elle est toujours entre le gardon et le brochet. Elle est un petit peu entre les deux, son cœur vacille. Elle peut avoir le caractère de l'un ou de l'autre. Et la présence dans l'eau, ça permet de s'y adapter. La présence dans l'eau, donc du coup, dans leurre, on est bien d'accord, c'est la taille du leurre, sa vibrabilité, donc sa capacité à vibrer, fort ou non. Le coloris est plus ou moins la hauteur du corps. Évidemment, plus il est haut, plus il a de la présence dans l'eau. Donc, si vous avez un leurre de grande taille qui vibre énormément avec un coloris, il est très flashy, on en a beaucoup, ou très, qui a beaucoup de reflets. Si vous mettez des lunettes de soleil quand vous commencez à animer le leurre, ça veut dire que le coloris est très fort. Et une hauteur du corps forte, il va y avoir une énorme présence dans l'eau. En gros, dès que vous allez lancer, vous allez commencer à l'animer, vous allez saturer le milieu de vibrations et de signaux. Alors, soit la truite que vous ciblez, elle est en mode gardon et vous allez lui faire peur, soit elle est très méchante, elle est en mode brochet énervé, et à ce moment-là, vous allez forcément la contraindre à une action, et donc elle va à ce moment-là attaquer le leurre, ou le pousser, ou l'attaquer gueule ouverte, ou le suivre. Donc elle va réagir fortement. Donc ça, c'est la chose importante. Évidemment, comme je vous l'ai dit, selon les moments, le problème, c'est que c'est très différent. Donc c'est là que le métier n'est pas toujours facile. D'un moment à l'autre, elle va être plus ou moins gardon, on va dire, hein, pour continuer dans cette comparaison, et plus ou moins brochet. Donc il faut avoir une présence dans l'eau du leurre qui est la bonne pour la déclencher. Donc là, on mettait assez pour la déclencher sans lui faire peur. Donc on peut aller. Et donc du coup, la taille, la vibrabilité, le coloris et la hauteur du corps n'ont pas forcément de rapport, alors évidemment dans une certaine limite, avec le poisson recherché. On peut très bien pêcher des poissons de taille modeste avec des leurres en 80 mm ou en 100, donc en 10 cm. Et à l'inverse, on peut très bien aller chercher des leurres souples qui ont une vibrabilité quasiment nulle, donc des petits finesses, des choses comme ça, pour aller chercher des gros poissons. Ça n'a pas de lien, on va dire, forcément direct. Alors on est d'accord que si on a un gros leurre, on a plus de chances d'attraper un gros poisson, mais ça dépend vraiment de la situation. Donc je vous le dis après, le but du leurre est de s'attirer le milieu avec des signaux visuels et vibratoires, voire olfactifs. On en parle beaucoup dans le milieu du carnassier. À la truite, c'est sous-employé, mais il faut savoir que les attractants, ça marche très bien. Très bien sur certaines zones et pour des profils de rivière particuliers. On a donc parlé de la présence dans l'eau, ça c'est la caractéristique principale. Évidemment, après, il faut arriver à amener cette présence dans l'eau au bon endroit. Et donc c'est à ça que servent les densités des leurres. La densité du leurre, bon, il y en a 4 grosses, hein, on va dire. Évidemment, il y a autant de nuances qu'il y a de modèles de leurre. Mais en gros, vous avez des flottants, des suspendus, des coulants lents et des coulants rapides. Au plus il coule, au plus vous allez pouvoir pêcher des zones profondes. Et donc, vous choisissez le signal que vous allez vouloir déterminer pour la journée et vous l'amenez au bon endroit. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé, le carbone doit plier assez vite. Qu'est-ce que je vous ai vu comme bêtise sinon? Ah oui, des petites choses toutes bêtes, mais par exemple, je vois beaucoup, ça c'est des petits exemples que je vois beaucoup avec les clients. J'ai beaucoup de gens qui viennent, donc acheter le même leurre, coloris, verron et truitelle, c'est pas de la pêche, c'est du commerce. C'est tout bête, mais on parlait de présence dans l'eau. Quand vous avez un leurre qui a les mêmes caractéristiques, le même modèle, le sinking, enfin ils sont sinking aussi, et que vous en achetez un qui est quasiment de la même teinte, mais il a des points rouges, parce que c'est une truitelle, elle s'en fout complètement. Enfin ça ce n'est que mon avis, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout le même avis. Et pour moi, elle réagit à des signaux, elle se dit pas tiens, aujourd'hui j'ai envie de manger de la truitelle,
et aujourd'hui plutôt du Véron. Pour moi, elle s'en fout, donc il vaut mieux à la limite en acheter un qui a un coloris très terne, avec une présence dans l'eau plus faible, et un qui va avoir un coloris beaucoup plus flashy, qui va servir pour une... il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais ils vont servir pour des périodes différentes. Voilà, des petits, après je vous ai mis, ça m'a beaucoup amusé, des petites choses comme ça. Un coup du soir sans l'heure blanc, c'est plus utile dans le canapé. Ça, c'est des phrases que je dis avec lui. Du coup, en effet, pour finir en général un coup du soir, à la limite de l'heure légale, forcément, on pêche le blanc. C'est pas une vérité absolue, il n'y en a pas un. Mais essayez, vous allez voir, ça marche quand même vraiment bien. En général, parce que le blanc a une grosse présence dans l'eau, mais il n'est pas agressif. Donc elles ont une visibilité forte dessus. Il y en a même qui sont évidemment glauques, donc si vous mettez un coup de lampe torche, vous voyez que ça dans l'eau. On voit la touche quand le leurre disparaît, c'est tout. Et ça marche très bien. Et un petit principe aussi, là c'est l'expérience du cantalou, vous voyez. Principe de base des coloris dans les eaux teintées au fond sombre. Ça c'est le but, c'est de mettre à peu près le leurre au niveau de la truite. Mais on a toujours une tendance à le mettre soit un peu plus haut, soit un peu plus bas. Si on est un peu plus bas sur un fond sombre, on met un leurre clair. C'est tout bête. Parce que le poisson va le voir en transparence, on va dire, dans l'eau par rapport au fond, et c'est le fond qui va être la couleur majoritaire. Et si alors ça on le fait moins, mais si on passe sur les poissons, ça arrive sur les périodes d'activité forte, mai-juin, début juillet, ça dépend des étiages maintenant, dans nos années. Un leurre foncé, ça marche bien aussi, très très bien. Parce que forcément, là, si on est vraiment au-dessus du poisson et qu'elle a le dessus de l'eau en perspective, c'est toujours plus ou moins clair. Et on lui facilite juste la vie. Et on augmente de ce fait un peu la présence dans l'eau, mais on augmente sa capacité à repérer le leurre et à l'attaquer précisément. Parce que la truite, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais quand on est en surface, on croit que c'est un poisson super précis parce qu'on dit tiens, elle gobe des insectes quand même. Quand elle est calme et qu'elle est en mode alimentaire, elle arrive bien à gober des insectes. Elle les loupe un peu, mais pas beaucoup. Quand on l'énerve plein pot et qu'on lui passe au-dessus, elle est à peu près aussi dégourdie qu'un brochet. Donc on a beaucoup de loupés parce que c'est elle qui loupe le leurre. Donc autant lui simplifier la vie, comme ça au moins, ça va pas mal. J'en reparle un peu après, mais un truc génial pour ça, c'est le ventre orange. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si notre truite était croisée avec des lapins à l'origine, mais la couleur carotte, ça cartonne. Du coup, pas avoir de ventre orange, c'est une catastrophe. Voilà pour les caractéristiques des leurres. Je parle beaucoup. Vous n'hésitez pas, vous me dites s'il y a des choses qui sont un peu plus dures à comprendre ou quoi, parce que je me suis lâché, je vous l'ai dit, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de truite en rivière, donc je vous ai mis la totale. On va parler du matériel. Ça, c'est mon grand kiff personnel. Alors, tous les pêcheurs au leurre, c'est un côté commerce, ça aussi, mais on est fans de matériel, on est des grands malades. Alors, il y a des choses qui servent, qui sont très importantes et sur lesquelles il faut être très précis. C'est pareil, c'est un avis personnel, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout avoir le même avis et qui sont d'immenses pêcheurs en truite au leurre, donc il faut le mettre en perspective. Pour moi, dans tout ce qu'on met là, tout, la seule chose qui est vraiment très importante, après le reste aussi, mais dans une moindre mesure, la chose vraiment importante, c'est la canne. La canne truite au leurre, alors c'est l'outil, je vous ai mis, c'est le Graal, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Je vous ai mis un modèle typique, comme moi j'apprécie, quand on va au bout des choses et qu'on est un peu partout, voilà, ça donne ça. Une canne, donc c'est déjà il y a une caractéristique par rapport au... J'imagine qu'à Lyon on a pas mal de pêcheurs en carnassier. Quand on est sur un bateau, on a une canne crank, une canne vertique, une canne power fishing, on peut avoir 5-6 cannes. À la truite, on n'a pas de râtelier dans le dos, hein, ça, on l'a pas encore inventé. Donc on n'a qu'une seule canne, et forcément il faut qu'elle soit extrêmement polyvalente. Au lieu d'avoir une spécialiste, on a une canne qui doit tout passer. Et comme vous avez vu, on a une variété de leurre qui est de plus en plus importante, eh bien, on lui demande, mine de rien, on lui met des contraintes extrêmement fortes à cette canne, et il faut qu'elle ait vraiment des compétences exceptionnelles. Donc je l'ai mis, ce qui est important dans une canne, c'est l'action. Moi, mon avis, il est assez tranché là-dessus. Je le disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé les actions rapides sur la truite au leurre. Il y a 10 ans, je parlais de ça, on me disait, mais t'es complètement malade, mon petit bonhomme. Ce qu'il faut, c'est une nouille, parce que c'était un héritage de la pêche cuillère pure. Et en fait, pour un poisson majeur, on le voit, hein, toutes les pêches, on suit quand même beaucoup mieux son animation quand on a une canne qui revient vite. Il y a 10 ans, c'est pareil, on avait déjà des cannes rapides. Le problème des cannes rapides, il y a 10 ans, c'est qu'elles étaient d'action de pointe très forte. Et comme je pêchais des gens 13, en effet, il fallait un peu de métier pour pas trop décrocher. Aujourd'hui, on a des blancs qui sont plus adaptés, qui ont une action rapide, mais qui plient un peu plus profond. Du coup, on loupe pas trop les touches, c'est déjà pas mal. Et on a quand même quelque chose qui répond très très vite.
il y en a plein dans le commerce. Comme je suis vraiment tatillon en la matière, j'ai pas beaucoup de tenue de commerce. Et donc vous avez... Alors après on a l'esthétique truiteux, vous voyez, les bois, tout ça, ça sert absolument à rien, mais c'est très beau. On aime beaucoup. Mais voilà, donc du coup l'important, et je vous l'ai mis, donc le porte-moulinet c'est formidable, mais c'est juste pour faire joli. Ce qui est important, c'est l'action et la longueur, ou moi je préfère parler point de canne à truite d'allonge. Parce qu'à la limite, la longueur elle-même, on s'en tamponne un peu. Tout ce qui est derrière le porte-moulinet, on s'en fout. C'est même gênant en fait, parce que en truite-au-leurre, on travaille avec le poignet principalement, beaucoup moins que par exemple au carnassier où on va pousser plus loin. Là, c'est des petits coups de poignet. Le but, c'est d'avoir une pêche souvent la plus rapide possible pour aller chercher le plus de poissons possible et aller en enquiquiner beaucoup. On a une capacité d'aller très vite sur la rivière, au leurre. Et donc, du coup, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est très courte. À ce niveau-là, elle est comme ça. Et par contre, au-dessus, devant, vous avez 2,10 m d'allonge. Donc, l'allonge, c'est ce qu'on a au-dessus du porte-moulinet. Et alors, ça, c'est pareil. On disait, oh, une canne à truite au leurre, c'est 1,10 m jusqu'à 1,80 m maximum. Pour moi, c'est un avis toujours perso, mais c'est vraiment une hérésie. Une canne, quand on prend une canne toc, personne ne va pêcher avec une canne toc d'1,50 m. Donc nous on fait des dérives au leurre aussi, donc évidemment elles sont un peu plus courtes qu'au toc, ça on est d'accord, mais une bonne canne pour moi en longueur c'est de 10, de 30. On parle de rivière petite, pas trop encombrée, jusqu'à moyenne grande. Évidemment quand on change, quand on est sur des grandes rivières ou alors des toutes petites rivières encombrées, ça peut évoluer. Voilà pour la canne. Alors, je vais vous parler de moulinet, ça va aller beaucoup plus vite. Le moulinet, pour moi, j'aime bien un modèle qui est joli. C'est sympa d'avoir un matériel joli. Mais outre ça, sincèrement, pas d'intérêt majeur. Il faut qu'il soit assez léger et surtout fiable. Après, vous prenez le modèle que vous voulez, ça n'a pas d'importance majeure. C'est une réserve de fil, il faut qu'il délivre le fil de la façon la plus régulière possible. Un frein, mais évidemment, maintenant, même sur un moulinet à 50 €, on a des freins assez réguliers quand même. Alors après, ils vieillissent plus vite. Mais il y a des modèles dans le commerce, il n'y a pas besoin d'acheter des moulinets à 600 €. Pour moi j'ai toujours les mêmes de moulinets parce que c'est des goûts personnels et je vous dis, j'aime bien les jolies choses, alors on se fait plaisir, on achète un joli moulinet, mais en réalité, voilà, c'est vraiment pas le plus important. Le fil, on en a parlé tout à l'heure, donc moi, c'est pareil, il y a deux grandes écoles, il y a les pêcheurs à la truite en tresse et les pêcheurs en nylon. Clairement, les pêcheurs en nylon étaient très majoritaires il y a 10 ans. Là, pareil, on prenait bien pour un fou à pêcher en tresse parce que c'était pas l'esthétique truite, tout ça. Ça a des intérêts techniques forts, très très forts pêcher en tresse. Donc pour moi, c'est un avis personnel. Ne pas pêcher en tresse, c'est quand même dommage. Je pêche, on va pas tout le temps en tresse. En tout ce que vous l'aurez vu, ça vous aura pas échappé dans le commerce. On a fait beaucoup de progrès sur les tresses, notamment sur les petits diamètres. À diamètre égal, la tresse se libère beaucoup moins bien que le nylon et on descend beaucoup plus petit en diamètre. Donc du coup, quand vous pêchez, moi je pêche en 4-5 centièmes par exemple, la tresse en tresse, c'est des trucs, c'est tout petit, donc forcément même sur des tout petits leurres, on délivre ça très facilement. Ça a des résistances exceptionnelles, vous attrapez net le poisson sur 100, vous le sortez sans problème. Donc du coup, voilà, une tresse c'est vraiment, pour moi, le fil qu'on doit utiliser, alors c'est pas une obligation. Il y en a beaucoup qui pêchent en nylon. Évidemment, le nylon, l'avantage, des fois j'ai des moulinets en nylon, moi, pour les clients qui ont vraiment moins d'expérience, pour éviter de couper les poissons. Je vous ai mis la pointe. Merde, c'est pas ça que je peux faire. Tac, la pointe, voilà. La pointe, c'est ce qui est après, du coup, forcément, en tresse encore. La tresse avec un balier. La tresse, ouais. Exactement. La tresse, et avec une pointe, du coup, voilà, la pointe qui est là. Parce qu'en effet, oui, pas de tresse directe. Je mets une pointe. Là c'est pareil, là par contre ou fluoro ou nylon, ça dépend. Si les touches sont un peu finettes et que je décroche un peu, j'allonge la pointe et je la mets en nylon. Et si elles rentrent bien dedans, là qu'elles sont énervées comme des bêtes, un fluorocarbone et on loupe moins, on sent mieux les touches. Et du coup si elles encament fort, c'est pas de problème, ça dépend, on va en parler tout à l'heure de leur activité. Parce qu'il y a des moments où elles sont très énervées, des moments où elles pêchent un peu finettes. Un truc que j'ai découvert depuis quelques années, sur la pointe, notamment sur les pêches, alors ça venait des pêches alimentaires, et ça marche très bien à la tournante par exemple, quand vous faites une dérive canoë à la tournante, sur la pointe, depuis 2-3 ans, je mets un marqueur. Là, pareil, on a piqué des idées aux pêcheurs en Inde, alors c'est peu le fond, hein. Et moi j'adore faire ça, et c'est un marqueur, alors c'est
Là, en l'occurrence, pour le marqueur, je mettais du vernis à ongles, Lolita, vous voyez. Le gars d'un magasin, lui, pas confondre quoi, j'ai acheté 10. Je dis, celui-là, il a un problème, ce verre-là. Non, c'était pour faire ma pointe. Et donc, jaune fluo, rose fluo, c'est du tonnerre. Et il commence à se trouver dans le commerce des bas de ligne préfaits. Donc, vous avez 2,50 m de bas de ligne avec 1 m de coloré. Ça, c'est top parce que, évidemment, quand vous le faites à la main, vous êtes moins régulier. Là, vous savez que le orange est toujours au même endroit, le jaune est toujours au même endroit. Vous avez 5-6 couleurs différentes et c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Donc là, vous avez voilà, une régularité. Et c'est pareil, on s'en sert évidemment pour les pêches alimentaires parce qu'on ça va vraiment ressembler à une pêche au top ou une pêche en nymphe si on va au bout des choses. En pêche au poisson nageur canoë, ça marche beaucoup. On voit mieux, la bannière, donc on voit mieux la bannière, on est moins concentré pour chercher la bannière, on est économe de sa concentration. Parce qu'évidemment, on est dans des milieux très très particuliers qui demandent beaucoup de concentration. Moi, mon défaut en tant que pêcheur, c'est ma capacité de concentration. Je n'ai pas une capacité de concentration, il y en a qui peuvent durer 20 heures, ils n'arrêtent pas. Moi, je sais qu'au bout de 3-4 heures à fond dans ma pêche, que je fasse une petite sieste ou une petite pause, vous voyez, que je regarde un peu les oiseaux. Sinon, j'ai un peu de mal. Et donc, du coup, ça fait partie des choses, comme le fait d'avoir un matériel accessible sans regarder, etc. Il faut que ce soit super fluide, parce que tout ça, ça vous fait gagner de la concentration. Quand vous avez à couper, vous attrapez le couper, tac, vous attrapez la pince, là, comme ça, sans regarder, ça vous fait gagner de la concentration. De la concentration en plus, c'est du poisson en plus. Et sur la pointe, le fait d'avoir une pointe donc colorée, c'est énorme. Forcément, vous ne forcez jamais. Vous lancez, tac, vous savez où vous êtes en train de pêcher. La pointe dessous, évidemment, est transparente. Donc le poisson, lui, il ne voit rien. Vous voyez bien votre pointe. Et c'est vrai que c'est des petites choses, ça, beaucoup moins importantes que la canne, on est d'accord, mais qui sont très intéressantes à mon avis. L'armement des leurres. Alors ça, c'est pareil, c'est un gros débat. Ceux qui ont vu le film Truite au leurre, il y a 6 ans, j'ai eu beaucoup de leurres en triple, pour des raisons un peu écolonoquiles. On est arrivé au hameçon simple. C'est un vrai plus, notamment pour pas abîmer les poissons, c'est clair. Notamment sur les pêches à la tournante. Quand on attrapait des tout petits poissons avec des tripes, c'était difficile de les sauver, donc c'était dommage. C'est aussi un gain. Alors moi, ça m'a surtout été une vraie révolution dans mes boîtes parce que, je fais pareil, j'ai trop de leurres, hein, j'en ai énormément. Pour les on verra, vous verrez une boîte juste après, et je le vois dans la diapo. Avoir beaucoup de leurres dans une même boîte et de pouvoir s'en servir sans faire une guirlande de Noël, je sais bien que c'est le thème en ce moment, mais quand même, c'est possible qu'en simple. Faut pas se leurrer, si vous avez des tripes, ça s'accroche de partout. Pour peu qu'il y ait des arguillons, c'est encore pire. Clairement, la meilleure façon de ne pas décrocher le poisson, en plus, je pense que c'est le simple. Parce qu'un simple bien pendu, ça vaut tous les triples qui sont pendus par 2 petits bouts de peau. Donc moi, ça a remplacé complètement les triples dans ma boîte il y a 5 ans. Donc voilà pour les armements, pour les têtes plombées. Alors c'est pareil sur les là c'est piqué au. Vous voyez, moi j'en prends partout, j'en pique à tout le monde. Les montages chalots aussi pour les pêches à la truite, c'est redoutable. Alors sur des petits grammages, on est d'accord, jusqu'à 5 grammes en général, avec deux hameçons simples dessous. Armé, un petit souple armé comme un poisson nageur, c'est une tuerie. Bon par contre, quand moi c'est beaucoup pour des trucs un peu belles. En général, le montage, comme c'est une tresse qui traverse le leurre, quand vous attrapez une grosse truite, elle vous fait filer. C'est pas grave, vous avez attrapé une belle truite, c'est déjà le principal. Et après, je vous ai mis agrafes et émerillons. Donc moi, je mets des agrafes à peu près tout le temps, sauf sur les pêches alimentaires. Et sinon, émerillons, c'est notamment pour les pêches à la tournante. Même si maintenant, vous avez des tournantes qui ont des émerillons rolling dessus, ça c'est génial. On va en parler un peu plus tard, mais voilà. Hop. Guillaume, on a quelques internautes qui posent des questions en direct sur notre page Facebook, et notamment notre collègue Olivier Tondeur du 01 que tu dois connaître. Je peux y répondre, celui-là. Il te demande si tu utilises une pointe dégressive. Alors ça c'est une bonne question. Je sais qu'Olivier justement il travaille beaucoup là-dessus. Moi pas du tout. Pas parce que je pense parce que je sais pas, ni moins. Je sais qu'Olivier il travaille sur l'Albarine notamment parce que c'est un guide réputé et un très bon pêcheur au leurre sur l'Albarine. Et il n'y a pas que moi qui pique des choses aux pêcheurs à la mouche, il leur a piqué la pointe dégressive. Non, moi je le fais pas, mais parce que je sais pas le faire, parce que je pense qu'il peut y avoir des applications intéressantes. Mais ça, il faudra lui demander à lui du coup, parce qu'il sera beaucoup plus compétent que moi, en l'occurrence.
Voilà, du coup, pour la pointe dégressive. Mais s'il y en a du coup, qui ont des idées à ce niveau-là, ça m'intéresse par contre, parce que c'est vrai que c'est des choses. On a gratté pas mal de choses là ces temps-ci, mais ça, j'ai pas eu le temps. Il faudra que j'aille voir Olivier pour qu'il me donne un coup de main là-dessus. Du coup, tac, là. C'est bon. La canne à truite, donc je vous l'ai mis, inverse d'une canne en incarnation, on en a parlé tout à l'heure. Et au passage, c'est pareil, une petite devise du bord de l'eau, on appelle ça les devises du bord de l'eau, ça j'aime bien. La devise du pêcheur, la truite au leurre, poisson pas ferré, poisson pas filoché. Ça, c'est pareil, alors on le voit énormément, on travaille beaucoup dessus avec les clients, notamment des fois en passant sur des zones où il y a une densité forte avec des petits poissons, quand on est sur des densités fortes, petites cuillères ou des choses comme ça, hameçon sans ardillon. Une truite, vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui pêchent la truite, une truite que vous subissez l'attaque, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de pêcher, et là d'un seul coup elle attaque, elle se met de suite à tourner sur votre leurre comme ça, donc vous commencez à ramener, vous dites ça y est, elle est piquée, vous n'avez pas ferré, elle n'arrive jamais à l'épuiser. Jamais. Au mieux elle arrive dans vos pieds, et encore vous êtes très chanceux. Si vous la filochez, c'est un coup de chance énorme, et ça c'est un vrai problème. Il y a énormément de pêcheurs à la truite au leurre qui ont ce défaut de ne pas ferrer. Et quand on ne fait pas, on n'a pas de poisson. Alors là, il y a toutes les techniques, c'est le cas évidemment, on enfonce une porte ouverte là. Mais alors la truite, c'est un petit poisson, avec des leurres qui ont une densité forte souvent par rapport à elle. Donc en plus, quand elle le secoue, le leurre, ça a énormément d'appui. Et en plus, ça vibre énormément, ça tourne sur soi-même, enfin c'est poisson de cercle, ça fait n'importe quoi. Et ça arrive énormément à se décrocher. Donc un poisson, voilà, il faut le ferrer. Et non seulement il ne faut pas détendre, comme tout poisson, mais il ne faut pas moins tendre. Si vous tendez moi les clients ils décrochent au moment de l'épuisette. Vous ramenez, paf, il y a de la pression, impeccable, c'est dans le courant. Et au moment où vous arrivez à l'épuisette, vous n'avez plus la pression du moulinet qui ramène évidemment. Donc vous êtes toujours tendu parce que vous savez pêcher, donc vous dites il ne faut pas que je détende, vous tendez quand même moins. Il y a moins de pression, elle met deux coups de tête et hop, demi-tour, et c'était la truite de votre vie. Ça arrive très souvent. Pas forcément avec la truite de sa vie, mais on le voit énormément. Donc voilà. J'ai deux questions. Oui. Pour les cannes, il y a des matériaux à mettre en avant par rapport à d'autres. Pour les matériaux de la canne, De la canne, ouais. je pêche quasi qu'en carbone, Ouais. clairement. Alors après, depuis, notamment, on a parlé tout à l'heure rapidement, il y a le spinning, qui pour moi est la base de la truite au leurre. Il y a le casting qui a eu une grosse percée, parce que c'est pas aussi performant, mais c'est vachement marrant. Donc, déjà, parce qu'on va à la pêche pour s'amuser en premier, donc en effet, tout ce qu'on appelle bait finesse, c'est super marrant. Et moi j'ai une canne bait finesse en bambou fondu, et c'est une turbo, parce qu'elle est plus souple. Ils ont énormément travaillé les bambous fendus, il y a des constructeurs maintenant, c'est des artisans qui font un travail exceptionnel. Et j'ai une canne bambou fondu casting et une spinning d'ailleurs, et c'est super sympa. Après si vous voulez quelque chose de plus mou, en bait finesse notamment, l'application la plus marquante pour moi, il y a aussi la fibre de verre, mais il faut en avoir une. Pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un banjo de canne à pêche et canne à truite au leurre dans la 60. Et il y en a qu'une en fibre de verre. Et il y en a deux en bambou fendu pour aujourd'hui. Alors, ça, le ratio, c'est pareil, ça a été un truc énorme il n'y a pas longtemps. C'est pareil, ça vient peut-être de moi aussi, mais pour moi, le ratio, c'est pas aussi important que beaucoup le disent. C'est vrai qu'on a des énormes ratios maintenant. Moi, là, on a des ratios à 80, 80 des brouettes. C'est formidable, mais on peut être dépassé, notamment en pêche à mont, on parlera des pêches tout à l'heure. Oui, plus vite. Et puis, je me sens pas dépassé particulièrement par. Le fait d'avoir de la longe, on pose un peu la canne sur le côté, on rentre un peu pleine veine, on ralentit le leurre, et la vie d'Aïchoula, pour moi, le ratio, c'est pas un truc super marquant. Je l'ai mouliné de toute façon, sincèrement. C'est personnel. Voilà. D'accord. C'est clair, c'est des constatations, ça n'engage que moi, parce qu'il y en a qui me diront. Non, il n'y a pas un ratio, on va dire c'est celui-là et c'est pas un autre. Clairement, au plus le ratio est fort, meilleur c'est, parce que qui peut le plus peut le moins. Après, si vous avez un moulinet avec 65 de ratio, vous n'allez pas le balancer à la poubelle, il marche très bien et il attrapera des trucs. Et là, en l'occurrence, ça c'est un Stradit CI4, vous voyez, c'est des modèles qui sont chers, mais sont pas non plus hors de prix. C'est des modèles de tous les jours, ça et les Cardiff, en l'occurrence, on va pas les citer. Mais, et ça, je ne me rappelle plus du ratio, parce que je voyais comme ça m'intéresse, je ne l'ai même plus en tête. C'est pas monumental. Ouais. Il doit 70, quelque chose comme ça. Alors du coup, en modèle ou hameçon simple, donc du coup ça toujours,
Moi j'utilisais des Hooners parce que c'est la truc pareil, parce que ça m'intéressait moyennement et que à partir du moment où c'était cliqué ça me convenait. Je pense que j'avais. Enfin, ils sont très bien, mais je pense que j'avais tort de sous-estimer par contre à quel point c'est vrai que c'est marquant. On en parlera, mais avec les pêches Area qui déferlent sur la France, je ne sais pas qui c'est qui les utilise. Mais on a du matériel très pointu, c'est le cas de dire. Et du coup c'est vraiment. En fait, ça a une plus-value quand même relativement importante. Alors il faudrait changer ces hameçons à peu près toutes les saisons. Quand on a 1000 heures, évidemment. Mais c'est vrai que maintenant il y a les petits hameçons Area, vraiment pour les pêches sexuelles, une application sauvage qui est redoutable. Ils sont extrêmement piquants, très fins de fer. Alors évidemment, on parle aussi de rivières moyennes à un peu grandes, parce que si vous allez sur un gave, par exemple, dans les Pyrénées, des choses comme ça, il faut quand même quelque chose qui tienne le poisson. Si c'est pour vous rendre 2 fils de fer, c'est pas terrible. Dites-moi. Pour vos agrafes, vous mettez des agrafes petits et gros leurres, ou est-ce que vous en mettez que sur les gros? Non, petit et gros leurre. C'est quoi? C'est une question pratique pour décrocher le leurre et remettre quelque chose de changement de couleur? Changement de stratégie, on change de poste, on arrive sur un radier, on était sur un plat, on change de leurre. Moi je change de leurre énormément pour faire des tests, mais aussi parce qu'à la force, évidemment, en y passant un peu de temps, on a des certitudes, on sait que, je dis une bêtise, on est sur un radier, on a 30 cm de fond, on est à la tournante, avec rolling, parce que sinon c'est pas une agrafe. On se dit tiens, on arrive dans 1 mètre de fond, les poissons, on sait sur quoi ils réagissent, elles sont sur une présence dans l'eau moyenne, on va mettre un poisson nageur par exemple qui va avoir une présence dans l'eau moyenne, mais qui va descendre plus profond pour aller chercher les poissons un peu plus profonds, tac, on change. Elles réagissent pas, paf, on passe sur un petit souple. Et du coup, c'est vrai que la grafe, ça fait gagner un temps fou. Et on en parlait tout à l'heure, ça fait gagner du temps et de l'attention. Et c'est un peu moins discret, mais sur une application super particulière, vous avez la rivière d'Ain à côté où les poissons sont quand même éduqués, des gros poissons assez rares maintenant, malheureusement. On pourrait l'enlever pour gagner en discrétion. La plupart du temps, un poisson qui attaque en leurre, il attaque par méchanceté. Et en plus, moi j'utilise des agrafes triple zéro. Triple zéro, faut juste avoir les doigts pour les. Moi j'ai l'habitude. Pas évident à enlever des fois, mais c'est redoutable. Vous n'avez pas d'ouverture de l'agrafe? C'est pas marquant parce que sinon je le ferai plus. C'est arrivé ici. Alors, je sais pas si. Alors maintenant il y a des agrafes vraiment d'extrême qualité. Mais je pense que les ouvertures que j'ai eues, en effet, le poisson est parti avec le leurre, je pense que c'est plutôt moi qui l'avais mal refermé. Je pense, mais c'est rare, hein, c'est rarissime. Hein. Sur 1000-2000 poissons par an, ça doit être une fois ou deux, et encore, je suis même pas sûr que ça m'arrive tous les ans. C'est vraiment. Honneur aux dames. Vous pêchez avec une presse, avec une cuillère, parce que ça brille souvent le fil. Oui, avec une cuillère tournante du coup. Alors là c'est vraiment pour la cuillère tournante. Ouais. Alors cuillère tournante, c'est pour ça que c'est un peu contre-exemple. Si c'est une cuillère tournante classique, donc Mepps, Panthère Martin, soit je les remonte, soit j'utilise un demi-rayon. Parce que sinon ça brille le fil. Alors ça le brille en nylon aussi, mais en tresse c'est encore pire, ça c'est clair. Alors si on fait 2 coups à la tournante parce qu'on sait que ce poste il vaut le coup, c'est pas grave, ça ne brille pas à la seconde, mais s'il y a tout un radier, moi avec des clients où on va passer du temps, notamment pour travailler le ferrage, sur de la tournante, clairement il faut soit mettre un demi-rayon, et là ça limite quand même, alors ça peut arriver que ça brille quand même, mais bon là on dévrille et puis on prend le temps, on enlève un petit bout de tresse et je remets du fluoron, soit maintenant on a des modèles avec demi-rayons, alors ça c'est des modèles de l'oriste. On sent que les gars ils ont quand même passé un peu de temps au bras d'eau, il y en a de plus en plus. Il y a un modèle qui avait cartonné comme ça, mais il y en a d'autres qui sortent maintenant avec un carrément rolling qui est carrément dessus. Comme ça au moins vous avez en fait, vous passez la cuillère directement avec la grafe et vous avez un demi-rayon qui est intégré à la cuillère. Ça c'est top. Il y a des modèles dans le commerce, mais vraiment il y en a d'autres qui arrivent avec un rolling dessus, et sinon on peut le faire soi-même. On trouve sur internet principalement des tiges pour monter des cuillères avec le rolling dessus. Après vous remontez votre. Comme ça moi j'ai mes Mepps qui sont montés sur dessus. Je les refais, hein, je les coupe juste la tige du milieu, hop je les mets sur cette tige, je refais ma petite boucle et hop à la pêche. Et ça évite 95% du grillage. Hop, dites-moi. Pour l'armement des leurres, Oui. sur un poisson nageur, je veux mettre des hameçons simples. Oui. Dans quel sens, s'il est monté sur la brisée, dans quel sens j'oriente l'hameçon?
Ça, c'est Sur une le bonne... ventral et sur la queue du leurre. Ça, c'est une bonne question. Là, j'ai pas du tout de certitude. Sincèrement, Excuse-moi, parce Oui. que j'ai vu qu'il existait des assises de hook tout à fait. montées sur des espèces de petits bouts de presse. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça serait plus efficace, on aurait moins de décroche avec ce genre d'hameçon qu'avec un hameçon monté sur un anneau brisé? Il y a plein d'écoles. En effet, l'assist hook, c'est la grande mode du moment aussi. Ça permet clairement d'avoir plus de torsion au moment de la prise du poisson. Alors, moi je mets l'hameçon vers le bas au niveau du ventral et vers le haut au niveau de l'arrière du leurre. Sincèrement, on ferait l'inverse, on attrape des poissons quand même. Ça je suis sûr. Et après, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Moi j'ai pris l'habitude comme ça me convient, mais j'ai pas du tout une théorie très précise là-dessus, je ne serais pas capable d'être sûr de moi. Pour les assists, alors moi je le fais pas parce que je passe tellement de l'heure par les mains, dans l'eau, nani, nana, que j'arrive à couvrir les tresses sur les assists. Mais un assist, oui, on décroche pas. Il y a une autre solution, ce qui nous vient de l'AREA aussi, comme quoi on aura progressé à ce niveau-là. Alors il faut faire attention aussi, mais c'est le double anneau brisé. Le fait de mettre un anneau brisé dans un autre anneau brisé et l'hameçon dedans. Parce que du coup, les deux anneaux brisés travaillent l'un sur l'autre et vous pouvez faire déjà au moins, ça dépend des anneaux brisés et de la façon dont est fait le leurre, mais grosso modo au moins un tour complet. Et là, c'est un peu le même principe que l'assist, si vous voulez. La seule chose, c'est qu'on rallonge au niveau de l'hameçon et qu'il faut faire attention que les hameçons, selon les modèles, ne s'accrochent pas l'un dans l'autre, parce que sinon, là c'est pareil, si ça le fait tous les deux lancer, on perd de la concentration et on ne pêche pas. En général, ça nous saoule et au bout d'un moment, on n'est plus à l'heure. Mais ça, c'est une autre solution. Mais clairement, il y a plein d'autres solutions. Il y a des marques qui avaient attaqué à mettre des rollings aussi directement dans les leurres. C'est une super idée, ça. Alors moi, j'y vois un problème par contre, c'est que du coup, sur un hameçon simple, on ne sait jamais dans quel sens il est posé par contre. Donc, s'il est, alors autant en haut, en bas, baste, mais à droite ou à gauche, c'est quand même couillon. S'il est à droite et qu'elle attaque à gauche, là par contre, ça remet. Là, forcément, ça peut avoir une influence sur le fait qu'on l'applique ou pas, mais le principe est génial. Le paradoxe, c'est qu'il faudrait que l'hameçon puisse tourner sur lui-même le plus possible, mais pas pendant qu'il nage, au moment où elle l'attaque. Donc l'assist hook, c'est une bonne... Pour la pêche de tous les jours et pour ceux qui ont des leurres de façon raisonnable, c'est-à-dire moins de 500, c'est une super solution. Juste faire mon montage. Petite question. Les agrafes mat ou brillantes? Mat. Après, je ne fais pas gaffe. D'accord. Je fais pas trop gaffe. Mat, c'est mieux parce que c'est plus discret. Après, pareil, ça dépend du milieu. Si on a un milieu, du coup, plus cantalou, avec des eaux un peu teintouilles, tout ça, je suis pas sûr que ça ait une valeur. Ça peut même apporter une mini présence dans l'eau. Après, quand on voit, par exemple, un leurre avec des flancs super argentés, si elle est brillante, la grappe, si elle doit attaquer ça, elle n'attaquera pas. Moins parce qu'il y a une agrafe. Mais c'est vrai que les miennes sont mates. Je pense comme ça, au moins, elles sont neutres. Et c'est vraiment le leurre qui fait la différence ou pas. Un truc aussi, c'est qu'il en existait des fois forts de fer et brillantes. Elles étaient super, j'avais des modèles, c'était des cols comme ça, je crois. Et par contre, ça avait sur des leurres très très mat, donc des présences dans l'eau très faibles. Du coup, il y avait que ça qui bougeait, je pense, et elle me l'attaquait. Des fois, ça arrivait qu'elle s'attaquait à la tête. Ce qui arrive déjà, une truc qui attaque à la tête, là, c'est purement alimentaire. Vraiment, parce que là, et vous verrez, à part en grande rivière, c'est assez rare en fait au final. Moi je dis qu'elle fume, vous la voyez des fois partir quand vous la ferez pas sur le coup avec le leurre en train de fumer comme ça, on dirait qu'elle fume le cigare. Là c'était pas pour rigoler. Elle attaquait pas parce que le petit poisson la gênait, c'était parce qu'elle voulait faire bombance. Voilà, du coup sur toute la partie matérielle. Savoir la longueur de la pointe par rapport à la longueur de la canne. La longueur de la pointe en nylon. Oui. Alors elle n'est pas liée à la longueur de la canne particulièrement, ça dépend beaucoup du milieu. Si vous avez un milieu très très teinté, vous avez moins besoin de discrétion, que ce soit sur la graphe, on en parlait tout à l'heure, sur plein de choses, vous avez moins besoin de discrétion évidemment. Et à ce moment-là, la pointe, moi j'ai eu des fois fini, alors c'est en guidage, des fois quand on a un client en courte, des fois je me dis putain il y a une pointe de 20 cm, alors c'est pas beaucoup, mais ça marche aussi. Moi je mets 2,50 m en pointe pour la pêche de tous les jours personnellement, parce que déjà ça donne une marge, ça me coûte un petit peu pour rechanger quelques petites choses, on arrive à 2 mètres, 1,50 m, on est toujours pas mal, il n'y a pas de souci, puis ça laisse une marge pour pouvoir la colorer. Parce que pour les colorer, on en parlait tout à l'heure des indicateurs, si vous voulez, et donc il faut que ça soit une partie qui soit hors de l'eau, sinon ça ne sert absolument à rien évidemment, et il faut que ça soit une partie sur le gros diamètre, parce que si vous le mettez sur la tresse en 4 centièmes, le colorant, vous ne voyez pas grand chose, alors que si vous le mettez sur votre fluoro qui est en 18 par exemple, vous avez une vision beaucoup plus forte. C'est principalement pour ça que j'ai allongé les fins. Quel est votre diamètre mini de pointe? Diamètre mini de pointe 11 cm. 11 centièmes. 11 centièmes. Ouais.
Ou 11 ou 12 quoi, là j'ai du 11, il faudrait que je vous en fait. J'ai une bobine de 11 mais ça serait 12, ça serait pareil pour les pêches d'étiage. Mon diamètre de base, 80% du temps c'est 18. Je mets beaucoup de 18. Pareil, si on a plein de discrétion, évidemment le 18 on perd un peu, et donc je descends, alors en étiage chez moi, je descends sur du 11-12, et puis sur des zones où on les cherche, enfin, sur des petits leurres par contre, mais même la rivière d'Ain, vous pouvez les attaquer en 12 centièmes, sur des petits leurres évidemment, parce que le ferrage il faut que ça rentre, après il faut bien en régler. Mais ça sort bien, c'est vrai que... Et pour vous donner une idée sur les tresses, au passage, on en parlait un petit peu, diamètre de base 4/6 centièmes, et je suis descendu en 2. Ça c'est pareil, alors là c'est pas pour la présentation ou pour la discrétion ou quoi que ce soit, parce que la tresse elle est au-dessus, donc même un 4 centièmes c'est pas non plus démoniaque niveau visibilité, c'est pour délivrer mieux le leurre. Au plus on descend, au plus là en 2 centièmes, alors c'était pas de la tresse exactement, c'était du nanofil. J'étais le seul à aimer j'ai racheté tout le stock de fer d'ailleurs, j'en ai encore beaucoup, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup pour la pêche à la truite. Et en 2 centièmes, ça faisait 900 grammes de résistance, quelque chose comme ça suffit largement. Donc c'était bien simple. C'était bien simple. Mais 2 centièmes, vous lancez une crotte de nez. C'est énorme. Une crotte de nez sur une micro-TP, vous la satellisez. Voilà, du coup, c'est bon pour ces questions-là. Allez, c'est parti. C'est super. Ça m'arrange qu'il y ait des questions. Comme ça, au moins, ça me permet de parler de plein de choses et de choses que j'avais pu oublier, parce que du coup, j'ai fait le PowerPoint en courant, donc j'ai pu oublier quelques petites choses. On en a parlé un petit peu, on va parler du coup des attitudes et des phases d'activité des salmonidés. On en a parlé, forcément, et je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, je vous avais averti, je vous ai pas pris en traite, tout se mélange à ce niveau-là, là. Donc il fallait bien faire des cases, mais on parle d'un peu de tout. Donc on a, je vous ai mis la principale information, c'est ça. Les 3 façons d'attraper une truite, on va dire, on l'a dit tout à l'heure, c'est la territorialité et l'agressivité, l'alimentation et la curiosité. Évidemment, souvent ça se mélange aussi, c'est pas, elle attaque pas, ça arrive, mais que pour manger ou que par territorialité, c'est souvent un petit peu des deux. Ou par curiosité, elle se dit tiens, est-ce que ça se bouffe en général. Et donc, ça c'est par contre intéressant parce que si elles sont plus agressives qu'alimentaires, etc., ça change la pêche par contre, complètement. Une variante qu'on maîtrise moins culturellement, c'est la curiosité. La territorialité et l'agressivité, on les agresse avec des gros PN ou avec de la vibration, des flashs dans tous les sens, on sait leur casser les pieds suffisamment pour qu'elles nous secouent un petit peu le leurre. L'alimentation, ben, c'est, alors là, culturellement, pêche au toc, pêche au leurre en nature, qui ressemble à des appâts naturels, leur soupe, etc., ça on sait faire. La curiosité, on fait beaucoup moins. C'est vraiment dommage parce qu'on voit des trucs de fou. Sur les pêches alimentaires notamment, par exemple, les Italiens, en compétition et même en truite sauvage, pêchent souvent avec des têtes plombées sur rolling, avec une fausse tête coudée, ils la font après en surface comme des bêtes, elles réagissent. Alors c'est un peu de l'agressivité, c'est sûr aussi que c'est un côté curiosité, elle se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Et une truite, on est d'accord, comme tout poisson, pour goûter, pour savoir si ça se mange ou voir ce que c'est, elle n'a pas une main pour dire oh tiens qu'est-ce que c'est que ce truc, elle met un coup de gueule. En général elle va l'attaquer, elle leur crache vite. On a tous vu des poissons curieux gober une feuille, une branche ou des choses comme ça. On peut, en travaillant sur les coloris, sur des formes étranges qui prennent de la présence dans l'eau mais qui n'agressent pas, travailler la curiosité des poissons, des fois il y a que ça qui marche. Des fois, moi j'avais beaucoup, ça fait un petit moment, mais travaillé quand c'était l'époque du plomb palette au carnassier, là, quand ça sorti tout ça, j'avais été mis à pêcher avec des octopus jaune fluo, rose fluo, et des fois on avait des résultats dingues sur les poissons. Alors pas forcément en effet, parce qu'on n'avait pas tout à fait le matériel qu'aujourd'hui, mais beaucoup de prises et de recrachés. Là elles vont très vite. Oh non, ça tape, c'est pas bon, c'est trop épicé, ça pique. Mais on avait énormément de touches. Des fois on multiplie par 10 le nombre de touches, c'est énorme. Donc la curiosité, si vous avez l'occasion de faire des trucs un peu fous, quand rien mord, ça vaut pas mal. Alors pareil, je dis quand rien mord, mais c'est une erreur, parce qu'on a toujours tendance à essayer des trucs fous quand rien mord, et on se dit, oh bah tu vois, ça marche pas, parce que personne n'attaque, mais enfin, de toute façon, si elle ne mordait pas. Voilà, de temps en temps, la meilleure façon de progresser sur des leurres nouveaux, que ce soit la truite ou au carnassier ou autre, c'est de prendre que ça. Moi j'ai des grosses percées techniques, on va dire, des fois en me disant, mais justement sur les pêches alimentaires, oh je vais essayer, j'ai toute la boîte de leurre, non je vais pas prendre une touche depuis 10 minutes, je vais repasser au PN, je vais faire, pam, on attrape des poissons, ouh, et en fait on n'avance pas.
coup des jours, on prend que les leurres alimentaires ou que des leurres un petit peu foufou comme ça, et on avance beaucoup. Pardon. Dans la progression de la pêche, du coup, on commence par curiosité, alimentation, territorialité ou... Ça, c'est variable. Ça dépend beaucoup de ce qu'on va voir sur la rivière. Bah, le top, c'est l'expérience, mais évidemment, le problème de l'expérience, c'est qu'il faut du temps. Mais normalement, si tout va bien, si la journée parfaite où j'arrive avec un client au bord de l'eau, quand j'arrive au bord de l'eau, je sais ce qu'il faut que je fasse. Pas tout le temps, je me vantrerai un peu. Mais normalement, alors des fois, on va attaquer sur la curiosité d'entrée, mais beaucoup la territorialité, l'agressivité, l'alimentation. Enfin, ça dépend des fois. Normalement, au leurre, on attaque par la territorialité, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Un poisson nageur, maintenant on le jerk très fort dans la veine, bon, on met des grosses vibrations, elle va attaquer par agressivité principalement, mais souvent on attaque par ça parce que c'est là où on est les plus à l'aise en pêche au leurre. Du coup, on risque de faire fuir les poissons un petit peu plus... Complètement. Donc du coup, si on est trop présent dans l'eau, on baisse en présence dans l'eau en restant dans de l'agressivité. Et si on voit... Alors il y a deux choses, on en parlait tout à l'heure. Soit l'eau est teintée, on ne voit pas les poissons, comme chez moi, et on apprend par empirisme, c'est-à-dire que sur une zone, on se dit tiens, on aurait dû toucher un poisson, on n'en a pas touché. Alors soit on n'est pas assez présent, soit on est trop présent. On essaye de faire évoluer, ça c'est l'empirisme. Soit on est dans une eau claire, hein, et alors là c'est encore plus simple, si à partir du moment où le poisson ne vous a pas vu, évidemment, vous attaquez le poisson, à sa réaction, vous voyez si vous êtes dans le juste ou pas. Si elle ferme les ailes, hop, et qu'elle commence à partir un peu à droite ou à gauche, il faut changer, ça c'est sûr. Et du coup, moi j'attaque, c'est vrai que par défaut j'attaquerai poisson nageur. Après sur des choses qui vont, la curiosité je le fais en dernier, vous voyez, je vous dis que c'est important, en fait je le fais souvent en dernier, c'est un défaut parce qu'il y a des fois où on pourrait travailler dessus. Et l'alimentaire il se couple un peu avec la curiosité souvent, parce que déjà on peut avoir des choses un peu folles qui sont un petit peu entre les deux, des grillons un peu fous, c'est pareil, il y a des grillons, il y a des imitations de grillons, un étiage les gars on le fait rarement, mais des imitations de grillons très vite à la surface, hein, vous êtes en pleine éclosion de chironomes, même sur une zone plate, donc il y a quelques chironomes, donc elles mangent des crottes de nez minuscules, et vous faites ça d'un seul coup, il y en a une qui va exploser en surface, parce qu'elle aura été curieuse, c'est la curiosité, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc qui pédale en surface. J'ai jamais vu, je vais mettre un peu de ratiche, on va voir ce qui se passe. Mais ça pique, en général. Voilà, du coup, après, un pêcheur auto qui va faire tout le contraire, il va attaquer à l'alimentaire en premier, parce que lui, c'est ce qu'il sait le mieux faire avec sa technique. Donc ça dépend, voilà, nous au leurre, être casse-couille on sait faire, donc on s'en prive pas. Voilà, donc je vous ai mis, en réalité c'est souvent un mix des trois, par contre il faut essayer de voir la partie qui est un peu dominante pour adapter sa pêche. Des choses importantes aussi, donc les paramètres extérieurs qui expliquent que selon les moments il faut jouer plus sur un principe ou sur l'autre, je vous en ai mis quelques-uns, il y en a plein, le type de poste évidemment, si on est sur une zone haute ou une zone plate, quelque chose qui vibre, une petite tournante ou des choses comme ça, mais parce qu'elles réagissent très fort. Une zone plate où il va falloir passer plus lentement, on va être plus sur de l'alimentaire par exemple, avec une imitation très proche de la réalité de petits poissons. On y colle un peu d'attractant, on en a parlé rapidement, mais on n'est pas obligé de mettre de l'attractant. Quand on pêche des zones plates, on n'est pas obligé non plus d'attraper des poissons. Ça marche quand même bien. La densité de poissons dans la rivière, parce qu'au plus une rivière est dense en poissons, au plus les poissons ont tendance à avoir de la concurrence entre eux et donc à être agressifs. Quand je parle de densité de poissons, on ne parle pas que de truites, parce que du coup, il y a moi j'ai quelqu'un qui me dit mais oui, mais moi je pêche chez moi, il n'y a pas beaucoup de truites. Enfin, en concurrence alimentaire pure, tous les poissons sont concurrents de la truite. Hein. Le verron, c'est un concurrent alimentaire de la truite. Il mange à 50 ou 60%, je ne sais pas exactement, mais il mange la même chose qu'elle, des petites larves, des choses comme ça. Donc un verron, si vous avez une rivière où il y a très peu de truites, parce qu'elle est dégradée ou quoi, qu'il ne reste que quelques truites sauvages, mais qu'elle est bourrée de verrons, souvent elles sont très agressives. Alors on se dit ouais, c'est parce qu'elles les mangent beaucoup. Oui, évidemment, elles ne se privent pas de les manger. Encore que je suis vraiment assez sûr que le verron, c'est pas la proie prioritaire de la truite finalement. Il y en a des beaucoup plus appréciés que ça, mais elle le mange, mais surtout, c'est un concurrent énorme. Donc il y a une hiérarchie dans une veine. Dans une veine, il y a le poisson le plus gros en activité, à ce moment-là, il a une place sur la veine et ça part en pyramide jusqu'à des veines secondaires qui sont beaucoup moins nourricières et les poissons sont dessus. Si vous mettez un petit poisson au milieu, c'est ça un leurre, c'est un poisson qui n'a rien compris, il arrive dans cette hiérarchie bien précise et il faut un bordel de monstre. Tout le monde ne peut pas le piffrer celui-là, et donc forcément il se fait cravater. C'est le but. Nous, clairement, sur cette partie-là, c'est le bordel.
Donc du coup, voilà. Donc on en parlait au niveau des proies. Je vous le dis vite, vous voyez, des fois je pars un peu dans tous les sens, mais ça c'est moi. Le verron, c'est une proie de la truite, on est sûr et certain. C'est aussi un poisson qui est très rapide, qui n'est pas facile à attraper, à part au moment de la fraie, là où elle s'engave. En tout cas dans le Cantal, je suis presque sûr que la loche et le chameau, ils ramassent beaucoup plus. La loche, il faut voir, hein. J'ai des petits leurres imitation loche, posés sur un caillou, vous pourriez mettre une clochette. Quand la truite arrive, vous le lancez sur un caillou, vous le posez, elle le voit, elle décale lentement, hop, et un petit peu d'attractant, et là, elle l'avale, vous n'avez même pas besoin d'animer. Alors qu'avec des petits verrons, ça marche beaucoup mieux. Donc du coup, on en a parlé, la température de l'eau aussi, évidemment, sur les activités des poissons, c'est tous les poissons pareils. Si elle est, alors sur la truite, si elle est trop froide, c'est un animal à sang froid, donc le métabolisme est ralenti forcément. Et en plus, souvent, on a des eaux froides à l'ouverture, chez moi, elles sont à 5-6 degrés, donc là, les poissons, ils mangent très peu. Ils ont besoin d'alimentation, mais ils digèrent très lentement, donc elles mangent très peu. Et alors la truite, la particularité, c'est que quand on monte trop haut, évidemment c'est le contraire, l'optimum quand les poissons pètent dans tous les sens, qu'elles sont bien énervées, c'est 12-14 degrés là. Au fur et à mesure qu'on va monter au-dessus de ces températures, elles vont être aussi moins actives parce qu'elles souffrent du chaud. En plus, évidemment, ces dernières années, on le voit de plus en plus. Et là, du coup, il faut aussi proposer des plus petites proies, etc. On se dit que c'est parce que c'est par discrétion, c'est souvent parce que, alimentairement parlant, elles aiment bien des plus petites proies. Donc ça, c'est pour la température. Le bol alimentaire disponible, pareil, ça dépend des saisons, ça aussi. Au printemps, il y a beaucoup de un bol alimentaire beaucoup plus important, disponible pour tous les poissons. Forcément, elles sont moins agressives. Si tout le monde mange à sa faim, moi je suis pareil. Alors je suis pas un grand méchant. Mais si j'ai pas mangé, je suis plus méchant que si j'ai le ventre plein. Mais c'est un peu d'anthropomorphisme aussi, mais une truite, c'est un peu pareil. J'ai vu gober des poissons de 45 à côté de poissons de 20, l'une à côté de l'autre. Alors là, le PN, vous pouvez le ranger juste au fond de la boîte, parce que ça sent pas bon. Et en général, ça sent pas bon de toute façon quand c'est comme ça. Mais voilà, alors que évidemment, il y a des moments où le bol alimentaire va se tendre un peu. Alors la période qu'on aime beaucoup au leurre en général, c'est la fin de saison. Sur les premiers orages d'automne, là, quand la température baisse, on se rapproche de l'optimum biologique, les poissons sont en pleine bourre, sauf qu'il n'y a plus grand chose à grailler. Donc là, elles deviennent beaucoup plus agressives. Toutes les larves, enfin pas toutes, une bonne partie des larves ont fini leur cycle, et donc elles sont parties sur leur phase aérienne, elles sont plus là, donc il y a beaucoup moins de nourriture, et il y a une grosse agressivité entre les poissons. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous l'avez pu le constater, mais les fins de saison ont leurre ou verron, ou tout ce qui est un petit peu, donc qui met des petits poissonnets dans l'eau, et c'est souvent très bon, c'est souvent la meilleure période de l'année. Moi, je crois que j'ai déjà plus, d'une année sur l'autre, les guidages rivières pour les 3 dernières semaines de l'année, ils doivent être réservés d'une année sur l'autre, hein, parce que les gens ils savent qu'ils vont se spoiler, quoi. Puis on apprend bien, on apprend vite. Donc je vous ai mis le bol alimentaire, la luminosité et l'heure, évidemment. Alors là, c'est ma grosse tendance, mais souvent, évidemment, au moment... alors, début de saison, la bonne période, c'est la période la plus chaude, puisqu'elle souffre du froid. Donc vers midi et tout, c'est pas le moment d'aller au casse-croûte. On voit tous les gens au casse-croûte à l'ouverture, vous voyez, ils sont malades. Moi, je vais à la pêche à 10h à l'ouverture, et puis à 15h, je suis à la maison dans ma télé. La partie la plus chaude de la journée est souvent la meilleure. Dès qu'on va arriver sur la phase chaude de l'année, évidemment, c'est le contraire, c'est le matin et le soir. Le coup du soir, quel truiteux ne connaît pas le coup du soir? Le coup du soir, ça marche très bien. Coup du soir, alors ça, c'est une tendance chez moi, je ne sais pas si c'est trop national, mais plus que ça, mais beaucoup de poissons au coup du soir. Les poissons sortent, et on prend beaucoup de touches, beaucoup de poissons de taille moyenne. Moi, par contre, les gros poissons, c'est souvent le matin. J'avais la fâcheuse habitude de dormir des fois au Bordeaux, de faire le coup du soir, dormir, paf, faire le coup du matin et d'aller travailler à l'office de tourisme. Les beaux poissons, souvent, c'était le matin. Mais c'est pas une règle parfaite. Et donc, on parlait de la pression de pêche, évidemment, la pression de pêche change complètement la pêche. Ça, vous avez pu le voir sur tous les poissons. Hein. C'est des choses à prendre en compte, les choses qui sont très vibrantes, avec des grosses tailles, ça marche souvent un peu moins. Encore qu'en allant à l'extrême inverse, des fois on fait des choses folles. Des fois en passant sur des rivières qui sont très pêchées à la truite, sur des leurres classiques, donc du 50 mm jusqu'au 70 maintenant, vous passez un gros 100 au milieu, et en plein étiage et tout, donc c'est assez fou, personne ne le fait, et vous avez des résultats. Pas forcément des résultats énormes, mais vous voyez beaucoup, parce qu'on ne les prend pas toutes, mais on voit beaucoup de poissons. Des fois vous en avez 10 au cul, c'est assez marrant. Donc voilà, hop, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc voilà, souvent, sur une même journée, plusieurs solutions s'enchaînent, ou sont praticables en même temps, évidemment, il n'y a pas qu'une solution, c'est pas parce qu'on en a trouvé une qu'il n'y en a pas d'autres. Moi j'aime bien toutes les chercher justement. Et parfois, donc une solution, vous avez des périodes
qui vont durer 2-3 jours, où vous allez à la pêche, moi je vais en guidage, j'ai 2 guidages d'affilée, j'ai déjà la solution, la vie est belle, impeccable, je vais avec le client le matin, je sais sur quoi elles sont, ça c'est formidable. Des fois elles changent toutes les nuits. Ça c'est moins rigolo pour le guide de pêche. Donc du coup, souvent sur les phases d'alimentation fortes, les éclosions énormes et tout, vous avez des éclosions, par exemple l'éclosion de mouche de mai, qui chez nous est assez longue, mais la première semaine où il y en a quelques-unes qui foutent le bordel sur la veine, là elles sont bien agressives. Parce que du coup elles veulent manger ça, il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup d'agressivité entre elles. Voilà, je vous ai mis, vous voyez, une boîte à l'heure à la maison, à quoi ça ressemble. Là, en SEM, c'est bien, en trip, c'est la catastrophe. Et il faut être déjà, là, il y en a, quand je pars à la pêche, j'en ai 2 ou 3 des comme ça, pour les pleurs. Si j'ai toujours la solution dans la boîte, ça ne veut pas dire que je la trouve à tous les coups. Hop là, les animations. On en a parlé rapidement, forcément. On parlait tout à l'heure de présence dans l'eau. La présence dans l'eau, je vous ai dit, c'est la taille, la vibrabilité, le coloris, etc. C'est aussi l'animation. Au plus on anime fort et un petit peu méchamment, au plus on a une présence dans l'eau forte. Donc le même poisson nageur peut avoir une grosse présence dans l'eau ou pas. Du coup, donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités, il y en a énormément, je vous les ai synthétisées parce que pour moi c'est les principales. Pareil, évidemment, on peut être entre les deux, hein, ça c'est des exemples précis, mais c'est souvent un petit peu des cas hybrides. La base au poisson nageur, c'est la nage désordonnée rapide, pam, 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 on jerk très fort, beaucoup de vibrabilité, et on déclenche des poissons par méchanceté, ça là on est à peu près sûr. Ce qui marche aussi très très bien, c'est la nage régulière. Déjà pour une chose toute bête, c'est qu'on loupe moins de touches. Quand on fait du lancer ramené pur, la bannière est toujours tendue, et forcément on loupe moins de touches, ça c'est mathématique. Si on met des grandes jerks, normalement il faut ramener au même rythme, mais c'est pas évident du tout. Et donc du coup la bannière se détend souvent un petit peu. Et des fois au moment où on va pour mettre, ah il est trop tard, et bien c'est coupé. En animation régulière, en nage régulière, ça n'arrive pas, on sent la touche, on ferme, le poisson est tendu. Et c'est redoutable. Il y a des périodes où un lancer ramené, ça vaut mieux que tout. Déjà ça a moins de présence dans l'eau, par contre ça insiste plus, vous passez sur le poste plus lentement, donc vous lui cassez moins les pieds, vous l'agressez moins, mais vous lui cassez les pieds plus longtemps. L'exemple c'est pareil, c'est, je fais toujours un peu d'anthropomorphisme, mais c'est pour se rendre compte. Si vous êtes en train de pioncer dans votre jardin, il y a quelqu'un qui a une casserole et qui passe dans votre jardin en tapant dessus, normalement vous n'allez pas l'attaquer parce que d'ici que vous soyez sorti, que vous ayez mis les charentaises, il sera sorti de votre jardin. Si il fait moins de bruit mais qu'il joue de la flûte toute la nuit, normalement il va se passer quelque chose. Normalement vous allez lui mettre un coup de fusil parce que vous allez en avoir marre de l'entendre et pourtant il est moins présent, il est moins agressif et pourtant vous allez l'attaquer lui et pas celui qui est plus agressif parce que ça dure plus longtemps. Donc les nages régulières ça sert beaucoup à ça. En leurre souple, ça, nage désordonnée rapide, c'est des têtes plombées à darté, têtes plombées pointues. Ça va très vite, on les fait réagir très fort, avec souvent des finesses. Nage régulière, c'est un petit chat avec une épée ronde, lancé ramené tout bête au fond, gentiment, et ça marche. La dérive ou pêche inerte ou quasi inerte, pareil parce que là je dis quasi inerte parce qu'évidemment on fait comme les pêcheurs à la mouche, on va appliquer la combine aussi. On pêche un petit trou carré, des choses comme ça, mais donc on peut faire une dérive classique comme au toc, de temps en temps on l'animouille un petit peu, quand même on est des loristes, hein, on ne peut pas s'empêcher de secouer un peu le bout de carbone, et ça marche très très bien. Pareil à la fin, comme les pêcheurs en nymphe, quand on passe à balle, on tend la bannière lentement, leur remonte lentement dans la couche d'eau, une touche sur deux en alimentaire, c'est rigolo parce qu'on prend des grosses cartouches. Je vous ai mis les animations les plus connues, c'est le twitch et le jerk, l'animation de rapidité aussi. C'est moi qui vais vous poser des questions, là. Je m'étais dit que j'allais vous embêter un petit peu. Que faire si les trucs suivent sans ordre? On ralentit ou on accélère? Accélère. Tout le monde accélère? Non, moi je ralentis. Vous ralentissez, mais moi de manière générale j'accélère. J'accélère parce que déjà une proie, quand elle a quelqu'un au cul, jamais en général elle accélère. Moi si j'ai un lion qui me part après, je vais accélérer, je vais essayer. Alors les deux marchent, hein, sincèrement, après il faut voir. Mais à la fin, quand le poisson est très proche, si vous accélérez très fort, en général ça la déclenche. Et les clients me disent souvent aussi, mais la truite n'arrivera pas à la rattraper. Je vous garantis que si elle a envie de le rattraper, elle va le rattraper. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Moi j'en ai vu péter dans les bottes des clients, parce qu'elles avaient loupé le leurre au dernier moment, mais taper dans la botte. Hein. Donc aucun souci, quand elle est partie pour l'attraper, elle va l'attraper. Vous ne faites jamais de pause.
De pause, si, bien sûr. Des pauses, mais pas au moment de au moment de l'attaque, si on la voit, on est d'accord, parce que souvent, les trois quarts du temps, je la vois pas. Si, dans l'animation, le jerk, on peut, tac, on fait des pauses, on anime, on fait des pauses, on anime. On dérive au poisson nageur. On va en parler tout à l'heure, on en a parlé sur les densités, mais il y a des densités de coulant, parce qu'il y a 1000 façons de couler. Il y a des leurres qui descendent en papillonnant. Alors ça, j'ai des pauses énormes. Même on pourrait faire que des pauses, on pourrait faire que des dérives au poisson nageur, mais type appât naturel, on lance, canne haute, et il descend lentement. Et un petit coup, et là c'est des pauses énormes. Si la pause, ça marche bien. Ça marche bien. Après, je suis à peu près sûr que beaucoup de poissons, ils prennent au redémarrage. Donc quand elle met le nez, on accélère très fort, et là, elle déclenche. En général, elle déclenche très fort. Mais je vous l'ai mis cette question, parce que le réflexe, même moi, des fois, quand je suis un peu endormi, vous voyez, je vois le poisson arriver, je ralentis, mais en général, alors on ralentit, et elle s'approche, et au moment où, à la force, quand on la voit, on a l'habitude, elle va commencer à mettre les ailes côté gauche ou côté droit, là, à ce moment-là, quand vous allez commencer à mettre le nez, vous accélérez, et souvent elle déclenche. Et là, elle prend. Alors que si vous continuez à ralentir, vous allez la dresser, vous pouvez la faire passer dans un cerceau, si vous voulez, mais vous l'attrapez pas. Ça, on est à peu près, c'est des grandes théories, c'est pas tout le temps comme ça, mais sincèrement, vous essayez, vous allez voir, ça marche quand même pas mal. Pire encore, qui marche très bien, quand les truites suivent sans mordre, vous mettez un leurre plus gros ou plus petit? Plus petit? Plus gros? Ça peut dépendre du leurre de base. Ouais. Alors on va dire qu'on est sur un poisson nageur classique, 50 mm, tout ce qui est plus classique. Alors moi je mets clairement plus gros. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure par rapport à la présence dans l'eau. Si un poisson, une truite raccompagne un intrus à la sortie sans l'attaquer, elle n'est pas encore assez énervée, on ne lui a pas encore assez cassé les pieds. Il faut qu'elle lui casse la gueule. Et du coup, en mettant plus gros, des fois c'est énorme. Des fois, vous penserez à moi la prochaine fois que vous voyez 4-5 truites vous suivre dans les pieds et vous faire un coucou et faire demi-tour et s'en aller. Vous mettez le même modèle en plus gros en général et d'un seul coup, vous allez tarter des... Souvent, c'est pareil, c'est pas des vérités absolues, hein, faut pas... Vous m'envoyez pas un mail en me disant « Ah, j'ai essayé, ça marche pas !» Parce que ça marche pas tous les coups. Mais sincèrement, ça fait une grosse différence. Il ne faut pas hésiter à mettre des... Vous voyez, on parle de taille quand même importante. Hein. C'est pareil, moi quand on me dit, des fois j'ai des clients, ils sont en 50 mm, on leur met un 65, ah mais je pêche pas la grosse truite, mais vous voulez. 65 mm, vous pouvez attraper une truite de 10 cm, c'est pas un problème. Il faut attraper, ça attaque, par méchanceté, ça attaque un poisson de sa taille quasiment. Donc du coup, il ne faut pas hésiter, même si vous pêchez des poissons de taille moyenne, vous pouvez monter haut. Vous êtes en 70 et vous voyez les poissons faire ça, vous montez en 80, 90, c'est pas un problème. C'est l'armement après qui pose problème. Mais en tout cas, déclencher les poissons, ça ne sera pas du tout un problème. Moi, à propos des poissons nageurs, bruiteurs ou pas bruiteurs? Est-ce que dans certaines conditions, ça peut déclencher une touche ou pas? Ouais, c'est d'avoir un leurre bruiteur, ou alors les leurres silencieux sont plus efficaces? C'est une très bonne question. Moi, je préfère les leurres silencieux à la truite, de manière générale, mais je pense que c'est plus par convention. C'est pareil, c'est des trucs que j'ai pas testé. J'en ai des bruiteurs. Le bruiteur, ça rajoute de la présence dans l'eau. Donc, on parlait de la théorie de la présence dans l'eau ou la saturation du milieu en éléments. Donc le bruit, ça en fait partie. C'est comme la vibration, ça fait partie des éléments. Quand j'ai un bruiteur, j'aime bien le toc bien grave, là. Ça marche pas mal. C'est vrai qu'une zone éduquée... bon, après, il y a toujours l'exemple où on va très très loin dans le bruiteur et le bruit, et même une zone éduquée, on déclenche des poissons, mais de manière générale, si vous êtes sur des poissons moins éduqués, ça marche pas mal. Souvent en fait, c'est l'école truite, on met pas trop des bruiteurs. Mais ça marche. Mais par contre, sincèrement, je n'ai pas fait une immense différence parce que je ne me suis pas penché sur la question assez. Il faudrait que je m'y mette. Vous voyez, entre Olivier tout à l'heure et sa pointe dégressive et vous sur les leurres bruiteurs, j'ai encore du boulot. C'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur les animations, etc. On pourra faire un vrai brainstorming tout à l'heure. Avec plaisir, on fera un point de tout. On va passer sur les types de milieux, évidemment, et cibler ces zones de prospection. Ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Le type de milieu, alors ça c'est simple, là je vous ai mis la partie plus rivière, petite rivière, rivière moyenne, grande rivière. Les lacs, on en parle beaucoup moins en l'occurrence, mais évidemment ça existe forcément. Ça fait partie des choses qui font forcément varier votre stratégie de pêche, on est d'accord. Et cibler les zones de prospection, ça dépend de ce que vous avez envie de pêcher. Ça dépend de vous en fait, des fois aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais il y a des choses qui sont efficaces, il y a des choses qui sont marrantes. Hein. Donc moi des fois je vais à la pêche pour me poiler, donc je sais qu'il y a une solution peut-être plus efficace,
je vais faire la plus rigolote parce que je passe un bon moment. La pêche, on y va déjà pour ça. Donc des fois j'ai envie de me péter de faire du radier pour faire du long, ben, je fais du radier et j'ai pas pris de grosse truite parce que je pêchais pas les grosses truites. Un truc qui est très important, donc la zone de la rivière, c'est très bien. Évidemment, ça a une influence énorme sur votre pêche. Si vous pêchez un radier, une bordure ou un plat, évidemment vous ne pêchez pas du tout de la même façon. Si vous pêchez, alors la couche d'eau, c'est très important. Je ne sais pas où je l'ai mis. Sur les salmons, ils peuvent être au fond, ils peuvent être en surface, mais ils sont souvent suspendus. Et là, c'est la merde. Parce que grosso modo, c'est très facile de pêcher le fond. Ça, on sent que quand on est au fond, pouf, la ligne se détend très fort, formidable. La surface, on voit le leurre, impeccable. Éventuellement, ce que j'appelle le plafond. Pêcher sous le plafond, c'est pêcher quand vous avez une veine d'eau. Vous avez la veine d'eau qui pousse très fort et dessous du calme, hein, plus ou moins calme, évidemment, il y a quand même du courant. Pêcher sous le plafond, c'est pêcher pile sous la veine d'eau, sous le blanc, ce qu'on appelle le blanc. C'est une zone d'alimentation énorme. Ça, c'est pas trop dur. Parce que vous voyez, là, quand vous avez un leurre, il faut un leurre dense, donc TP tungstène pour les leurres souples, ou un leurre coulant, voire très coulant. Vous traversez la veine d'eau, et vous voyez, hop, le leurre il ralentit quand il a traversé la veine d'eau, vous restez sous le plafond, là. Elle vient bien le cueillir, là, sur cette zone-là. Et après, il y a toutes les autres, évidemment, en petites rivières. Pourquoi les gens aiment bien les petites rivières, souvent, quand ils débutent? C'est qu'il n'y a pas trop de couches d'eau. Si la rivière est à une faible hauteur, ben, un poisson actif, il va chercher sur toute la colonne d'eau. Et ça, forcément, c'est plus facile. Dès que vous allez arriver sur de la rivière moyenne jusqu'à la grande rivière, il faut vraiment pas se tromper de couche d'eau. Des fois, les clients, oh, ben, j'arrive pas à en prendre, mais non, mais là, t'es 20 cm trop haut, t'es 20 cm trop haut, t'es 20 cm trop haut. Ah, attends, mais fais-moi voir. Attends. Ah, ben là, mais t'en as pris une. Ah, ben oui, parce que j'étais 20 cm plus bas. Du coup, forcément, des fois, c'est surprécis. Le printemps où elles s'alimentent de beaucoup de nymphes, elles sont souvent ou sur le fond, quand c'est un nymphe un peu profond, des fois suspendues, et elles prennent dans la veine quand elles ont beaucoup de fond sous les nageoires, et elles sont suspendues. Et là, il faut être précis, il faut être assez précis, parce que sinon vous les gênez moins. Et du coup, si vous les gênez moins, ça ne pète pas. Donc la couche d'eau, c'est pareil, on en parlera tout à l'heure pour l'AREA. La couche d'eau, c'est important. Là, l'Ixuel, il s'est joué en surface. Pour ceux qui n'étaient pas en surface, ils n'ont pas passé les coups. Donc voilà, sous le plafond, voilà, les plus faciles à appréhender, la surface sous le plafond. Alors ça, c'est moi qui appelle ça le plafond, c'est pas, allez pas le noter, c'est moi qui appelle ça comme ça. Et le fond. Voilà, du coup, et qu'est-ce que je vous ai mis? On cible la zone de prospection en fonction de l'activité des poissons, mais aussi de ses objectifs personnels. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, on a envie de prendre des touches, on va chercher plus du radier, des zones rapides où les poissons sont très actifs, de taille plus moyenne en général. Et si on cherche des gros poissons, soit on fait du gros plat, et là on va chercher des poissons moins actifs, mais alors il va falloir les décider, soit les grosses veines bien profondes qui rentrent dans les plats. Celle-là, il y a des tatanes dedans, forcément, c'est là qu'elles s'alimentent les grosses souvent. Et puis voilà. Alors il y a des exceptions. C'est pareil, en général il y a toujours quelqu'un, vous voyez, vous êtes adorable, parce que toujours quelqu'un qui dit, moi j'en ai attrapé une dans sa dos. Oui, ça arrive. Et en général, quand vous êtes avec un guide, il dit, putain, mais qu'est-ce que c'est le fou là, celle-là? Donc ça m'arrive aussi, en guidage, des fois je me fais surprendre, j'ai dit, oh, là, il y a 2 ans, j'avais un client où une catastrophe au ferrage. Il ferait pas une truite comme il faut, donc je le fais passer dans du radier, petit poisson, panthère martin numéro 1, hameçon sem sans ardillon, j'ai dit là on va secouer de la petite truitelle, elle va être impeccable, et on va donc après on la ramène dans les pieds, on la secoue, elle se décroche, on rattaque, ça fait travailler, c'est l'exercice parfait pour travailler le ferrage. Et il a fait un poisson stratosphérique, plus gros que j'ai pas pris moi, mais il la décroche. Il y a une justice quand même. Mais elle est montée devant moi là, elle me dit, oh c'était quoi ça? Ben, c'était une truite. Oh mais on va vous envoyer souvent comme ça? Ben jamais, j'ai la première fois. Ça c'est un poisson en transition hein, qui passe entre 2 postes. Et donc qui se nourrit au passage évidemment, qui a une proie, mais normalement elle avait rien à foutre là quand même. C'est bien foutu de moi, mais elle avait rien à foutre. Donc là, quelque chose d'important, on va passer à parler des stratégies et des rapidités de prospection. On a 3 stratégies majeures. Prospection rapide, ça c'est la base de la truite au leurre. La truite au leurre, l'avantage, si on peut dire, qu'on a par rapport aux autres techniques, si on est sur le même trou avec un pêcheur à la mouche ou un pêcheur au toc, en général on attrape moins de poissons cuits. Parce qu'on attrape des poissons spécifiques, très actifs, sur la base de la pêche au leurre. Parce que depuis, on a trouvé des combines pour leur casser les pieds quand même. Mais sur la base, poisson nageur, tournante, etc., par contre, on est beaucoup plus rapide sur les postes. On peut passer beaucoup plus de postes, et à la fin, quand on se retrouve à la voiture, souvent on a autant de poissons, voire plus.
Mais par contre, on a fait, pour attraper 2 fois plus de poissons, on a fait 10 fois plus de chemin. Donc vous passez très vite sur les postes, poisson nageur, c'est la base la plus facile, dans les radiers cuillère tournante, en petite ondulante, et toc 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 toc, on attrape les poissons actifs. Ça veut dire qu'on attrape 2 poissons sur la benne, quand il y en avait peut-être 10 à prendre, hein. Mais par contre, le temps qu'on attrape les 10 autres, en fait on a fait 7 ou 8 veines dessus, et on avance vite. Alors moi j'adore cette façon de faire, parce que c'est très sportif. Forcément là on peut secouer 10 km de rivière, donc voilà, il faut prévoir la voiture en haut et en bas, et puis c'est impeccable. Donc ça, il faut faire attention parce qu'évidemment, dans le Cantal, vous allez voir, si vous avez l'occasion de venir un jour avec plaisir, les cailloux glissent, et quand on part sur une prospection comme ça, on se trouve vraiment du terrain. Normalement, vous dormez bien le soir. J'avais fusillé des sportifs au niveau la dernière fois. Ah mais vous t'inquiète pas, on est entraîné. Ouais, t'as folle. Crac, crevé. Vous avez du coup après les pêches à gratter, les pêches alimentaires, où là on va assez vite. Mais évidemment, comme son nom l'indique, on pêche quand même plus lentement. On pêche à gratter et on cherche à attraper un petit peu tous les poissons qui restent sur des poissons d'activité. Et après, la pêche que j'appelle poste par poste, ici. Alors là, ça c'est plus du tout pour la partie sportive, mais alors je kiffe. C'est pas forcément la façon au leurre d'attraper plus de poissons, clairement. Mais c'est sans doute celle qui vous apprend le plus de choses. C'est-à-dire que tous les postes, vous vous adaptez et vous essayez d'attraper les poissons qui attrapent. C'est clairement moins rentable, normalement, si tout va bien, que de carburer sur la rivière et de secouer du poisson nageur dans toutes les veines. Par contre, c'est très formateur. Vous êtes dans un plat, vous mettez le leurre qui va sur le plat. Vous cherchez les couches d'eau, surtout sur votre plat. Vous passez dans un radier, vous mettez le leurre qui va sur le radier. Vous pêchez sur une zone profonde mais rapide, vous pêchez avec d'autres leurres. Ça, c'est juste très... On a toute la panoplie du pêcheur au leurre qui est mise en place, et c'est vraiment passionnant. C'est comme ça, enfin, sincèrement, si vous avez l'occasion, je vous dis, c'est pas forcément la plus rentable, mais si vous avez l'occasion, pour progresser, c'est sans doute la méthode la plus efficace. Et je vous l'ai mis en dessous, la pêche au leurre en prospection rapide séduit les amoureux de nature, de sport et de dépassement de soi, car elle permet une sportivité parfois extrême. Ça peut être très extrême. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, alors ça c'est pareil, en fait, ça peut être des goûts personnels, ou une stratégie. Demain, vous me dites, oh, il faut que j'attrape le plus de poissons possible, je pars sur la première. Je cherche un petit peu ma pêche dans les 2-3 premiers postes, je rentre les poissons sur un, si je les trouve, sur un leurre particulier, je vais carrément nexter des zones. Il y a des zones où je sais qu'il y a du poisson actif, je ne vais même pas les faire. J'ai trouvé un poisson nageur qui passe bien dans une veine de 1 mètre de fond, par exemple, je dis une bêtise, je prends ma veine de 1 mètre de fond, je fais mes poissons, je cours sur la rivière, ça m'arrive de courir au sens propre, d'ailleurs. Hop, tchac, je passe sur une veine où il y a encore 1 mètre de fond, et paf, 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 je suis adapté, parfait, je n'ai pas besoin de me casser la tête, et je vous garantis qu'on fait beaucoup de kilomètres, mais on rentre énormément de poissons. Par contre, si j'ai mon goût personnel, en général, c'est de faire du poste par poste, parce que ce que je kiffe vraiment dans cette pêche, c'est de trouver la solution à l'équation. C'est pas forcément d'attraper beaucoup de poissons, d'ailleurs quand j'en attrape beaucoup, souvent ça m'énerve, quand chez moi ça m'intéresse pas. C'est un petit peu, je me la pétouille là, mais en fait, vraiment quand on est sûr d'avoir la solution, des fois même, quand je les trouve sur une zone précise, et que je sais que je vais les trouver, que je vais pouvoir retrouver des poissons sur tout mon parcours comme ça, hop, j'arrête et je change de stratégie, juste pour voir s'il y a une autre solution possible. Ce qui est vraiment kiffant, c'est aussi un plaisir en soi, c'est de trouver une solution qui soit une canne à pêche. C'est vrai pour tout, c'est le vrai à la truite au leurre. C'est un petit peu comme si vous avez un grand entrepôt dans le noir, vous n'y voyez rien, et vous avez une lampe torche qui vous permet de voir des petites choses comme ça. La canne à pêche, c'est la lampe torche. Vous voyez des petits moments de vérité, ce que vous voyez, c'est vrai. Et après, c'est votre esprit qui fait le lien entre tout ça. Et ça nous permet d'avoir une image de ce qui passe sous l'eau. Elle est fausse, forcément. Et au fur et à mesure, on essaie de faire en sorte, avec des petits moments de vérité qu'on a au bout de la canne, qu'elle soit le moins fausse possible, pour essayer d'avoir une capacité d'analyse la meilleure possible. Ça, c'est mon grand kiff. Je ne suis pas très bon en concentration, vous voyez, sincèrement, 3-4 heures, c'est mon défaut. Mais la capacité d'analyse et d'analyser un petit peu les situations, il vaut mieux pour une guide de pêche, vous allez me dire. Mais c'est vraiment ce qui me plaît, en plus, vraiment. Donc, poste par poste, arrivez à prendre, vous faites 10 postes différents, vous prenez 2 poissons par poste, vous aurez fait 20 poissons, c'est pas mal. Ça sera peut-être moins que si vous étiez parti bille en tête au poisson nageur, vous en aurez peut-être fait 30, mais tous ces poissons, ils comptent énormément. Tous ces poissons, c'est une nouvelle solution, et ça vous aura fait avancer dans la pratique. Vous voyez, je vous ai dit qu'on allait gratter sur la technique, on est pas mal là, on est pas mal du tout. On est pas mal. Donc ça, c'est pour les stratégies, la rapidité de prospection. C'est un choix,
aussi qu'il faut. Tous les choix à la pêche, ils doivent être conscients. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il faut essayer des choses consciemment. Se dire, tiens, pourquoi je vais vite, pourquoi je ne vais pas vite, pourquoi je passe plus sous l'eau, moins sous l'eau, je me dis qu'en ce moment, pourquoi j'ai une forte présence dans l'eau, pourquoi je la mets plus faible. Tout ça, il faut que ça soit conscient. On a le droit de se tromper, d'ailleurs on se trompe, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais si on ne le fait pas consciemment, ce choix, on ne fera pas l'analyse après de pourquoi on s'est trompé et on n'avance pas. Donc il faut savoir ce qu'on fait à tout moment, et si on se trompe, on se dit, merde, bon, je vais changer, je vais mettre plus de présence dans l'eau, moins de présence dans l'eau, et on avance comme ça. Un truc important aussi, je voudrais parler de plein de trucs importants. Le placement sur la rivière. Le placement sur la rivière, ça a une importance aussi dans la présence dans l'eau. Quand on parle de placement sur la rivière, du coup c'est le pêcheur et le leurre là où on le lance. Ça a une importance énorme parce que au plus on passe lentement dans une veine, au plus on est présent. Donc on revient toujours à la présence dans l'eau, à casser les pieds à cette pauvre truite qui est en train de tranquillement casser la graine dans la veine. Et du coup ça rapporte aussi à ce que je vous disais tout à l'heure sur la canne et l'allonge. Au plus on a d'allonge, au plus on peut placer le leurre de façon différente. Vous imaginez que si je suis comme ça et que j'ai ma petite canne avec 2,10 d'allonge, là je suis à 2,10 de ma main, hop, quand je place mon leurre, je fais pareil de l'autre côté, il y a quasiment 5 mètres entre les deux sillons quand je suis comme ça. Donc dans une veine qui m'arrive en face, je peux placer le poisson nageur pour faire rentrer dans la veine plus ou moins en travers. Et au plus je suis en travers, au plus il va nager. C'est force. Et donc le placement des lancers, c'est pareil, c'est le même principe. Après on bouge la canne plus ou moins pour le faire travailler un peu plus ou un peu moins. Et le principe de base, plus je suis amont, moins le leurre travaille, évidemment, parce que la rivière vous pousse le leurre dans les pieds, donc il faut mouliner vite et vous n'avez pas le temps de le faire travailler beaucoup. Et plus je suis aval, plus il travaille. Si vous êtes plein amont, mais ça va très vite, il vous revient dans les pieds, ça marche très bien. Hein. Pareil, il faut le faire consciemment, ça va être plus sur des périodes de suractivité. Si vous êtes en aval, pareil, vous pouvez, en aval pur d'autres positions, vous pouvez caler la canne, le poisson nageur dans la veine, pour peu qu'il y ait un peu de jus, il travaille tout seul, il peut travailler 2 heures comme ça, lui il ne va pas bouger. Donc du coup, il va vibrer énormément sur la même zone, il va être plus insistant. Comme on parlait de tout à l'heure, vous allez avoir une présence dans l'eau des fois un peu plus faible au niveau des coloris, mais alors vous allez, et même au niveau de la vibrabilité, vous allez peut-être avoir un poisson nageur que vous allez pouvoir employer avec une vibrabilité plus faible, mais il va durer tellement longtemps, c'est comme la flûte, au bout d'un moment, il va prendre un coup de fusil. Ça c'est sûr, si vous faites ça devant un beau caillou où vous êtes sûr qu'il y a une truite, à un moment elle va sortir le taper. Pas dire que vous l'attrapiez parce que des fois on les saoule tellement qu'elles le font à la zidane, elles leur mettent un coup de boule, mais on les boule du coup souvent. Mais alors ça marche bien en guidage, je vais les montrer, parce qu'on les voit sortir des fois vite. Il y en a une ou deux que je connais par cœur, et des grosses, on les fait sortir sur ordre, quasiment. Mais par contre on les attrape jamais, parce que je pensais bien que je les ai déjà attrapées. Et du coup, elles ont compris que c'était un peu épicé comme ça. Donc vous avez le lancer amont, le lancer aval, et donc après tous les lancers. Le lancer 3/4 amont, ça veut dire que vous avez les 3/4 du lancer qui passent amont, donc vous lancez amont. Il passe la 3/4 du lancer sont à l'amont de votre position, et vous avez une partie à la fin qui est plate, donc qui vient en face de vous, ou qui vient un peu partout, donc qui finit un peu aval. C'est ce que vous faites les 3/4 du temps, vous verrez. La plupart du temps, parce que ça permet de lancer amont, donc d'aller chercher les poissons qui sont au-dessus de votre position, c'est ce qu'on fait naturellement le plus souvent. Et de poser, par contre, comme vous êtes en travers, vous posez le leurre contre la veine. Donc vous avez un leurre qui travaille beaucoup, tout en ayant cherché les poissons qui sont au-dessus de vous. C'est 50% de la pêche. Le lancer de tir aval, c'est un peu pareil, mais on lance un peu plus aval et on finit forcément plus aval. Lancer perpendiculaire ou plat, vous envoyez en face de vous, hein, du coup. Donc quand on lance en face de soi dans un courant, l'action du leurre sera complètement aval, puisqu'il va dériver vers la balle directement. Lancer aval traversant, c'est-à-dire que vous lancez en aval, mais vous lancez de l'autre côté de la berge. Et vous traversez, alors ça c'est redoutable aussi, ça c'est le lancer aval traversant, c'est ce qu'on utilise en grande rivière. Lancez de l'autre côté, canne haute, ça fait, vous ramenez un petit peu ou voire pas du tout, ça dépend de la force de la veine, et hop, ça se décale lentement sur la berge d'en face. C'est très insistant, vous mettez des longues billes, donc pas très denses, mais des longues bavettes. Pour ceux qui pêchent l'Isère par exemple, ici, ou des choses comme ça, c'est juste une tuerie. Et le lancer purement aval, ça arrive aussi. Moi j'ai des pêcheurs par contre, c'est dingue. Hein. Les pêcheurs, ils ont tendance, quand ils ont attrapé des poissons d'une façon, à rester à cette façon-là. Surtout quand évidemment le nombre d'heures de pêche ne permet pas, on ne se pose pas de questions, on a l'habitude d'en prendre comme ça, on veut en prendre, on ne va pas forcément beaucoup à la pêche, donc on ne se pose pas de questions. J'ai des pêcheurs qui pêchent qu'aval. Ils ont attrapé leur première truite aval, je pense,
Et moi je les vois crapahuter, donc je leur dis attendez, on va attaquer là. Ils montent au-dessus, tout en haut de la veine, ils se cachent, et paf, ils balancent à balle. Ça marche super bien. Dommage de faire que ça, mais ça marche super bien. Ce que je vous conseille quand même, surtout sur les rivières teintées, où les poissons vous ont rarement vu, vous attaquez amont. Si vous attaquez des poissons amont, ou 3 quarts amont, parce que ça va être plus 3 quarts amont d'ailleurs. Vous attaquez donc 3 quarts amont, vous allez solliciter les poissons d'une façon, vous marchez sur la berge, vous arrivez en aval, enfin en amont du poste, et vous pêchez un peu plus aval. Après. Aval traversant ou aval complet d'ailleurs, c'est marrant aussi. Sinon si vous avez un poste bien visible, et ça, vous allez voir, c'est assez fou. Vous présentez le même PN d'une façon différente et vous allez avoir des fois c'est la pêche, des fois vous avez pris une touche en pêche amont et en pêche aval vous allez en prendre 4 ou 5. Et des fois c'est le contraire, c'est pas du tout une vérité absolue. Voilà pour la pêche en rivière. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là on a fait, je sais pas si j'ai beaucoup parlé, moi ça passe vite, c'est impeccable. Si, déjà un peu beaucoup je pense là. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Sur la partie pêche en rivière? Dites-moi. Je n'ai pas du tout entendu dire une différence entre le lancer léger et l'ultra léger. Pour vous, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais en effet, les caractéristiques des cannes, alors ça dépend, moi je suis en light en général. C'est vrai que j'emploie de moins en moins ultra léger, je donne des grammages, hein, du coup, la base de la canne à truite, c'est la base, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là-dessus, c'est de 8 grammes. Donc c'est ultra light quand même, ça dépend un peu des définitions. On peut aller beaucoup plus bas en rivière, en petite rivière, ou alors en pêche alimentaire sur les périodes d'étiage. Moi j'utilise beaucoup des 0,5-3 grammes, vous voyez, des choses comme ça. Là on est sur du ultra light. Évidemment quand on est en grande rivière, on peut, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pêche light. En grande rivière, elle a de light que le nom. Quand on lui plante un leurre en 150 pour attraper une truite de 60 ou plus, et dans une veine qui court, on est sur des cannes avec des 10-30 voire plus. Donc des cannes qui ont des caractéristiques carnassiers par contre. Donc la taille d'une boîte à leurre raisonnable, et si on veut commencer, qu'est-ce qu'il faut privilégier? 200-300 leurres suffiront. Non, je... Ouais. non. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, ça c'est quand on pinaille. Sincèrement, entre une boîte à 500 leurres et une boîte à 10 leurres, il y a une truite sur 10 de plus. C'est tout. Vous prenez une petite boîte. L'important, une bonne dizaine de leurres. En poisson nageur, 4-5 leurres souples et 3-4 alimentaires, c'est très bien. La seule chose, c'est qu'il les faut, on l'a dit tout à l'heure, bien différents. Parce que j'ai des gens qui arrivent avec 40 leurres, ils viennent de les acheter, ils sortent de la boîte, c'est tous les mêmes, c'est la marque qui change. Du suspending en 50 mm, coloris terne, c'est tous les mêmes. Alors ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous prenez des gros, des petits, voilà. Il faut vraiment avoir une grosse variabilité pour s'adapter à la situation. Ça c'est le plus important. Quand vous allez, vous mettez la truite au leurre, vous allez chez le marchand de pêche, vous prenez un petit peu, pas que ce qu'il vous conseille, parce que des fois c'est ce qu'il vous conseille, c'est le commercial qui le conseille forcément. Donc vous prenez un petit peu de tout. La base c'est le 50 mm, mais je vous dis on part de leurre en 1 pouce pour les leurres souples jusqu'à du 15 cm des fois, hein, selon. Même sur des rivières moyennes, ça peut arriver, au-dessus de 10 cm en rivière moyenne, ça passe très bien. Il vous faut un peu de tout. Ça c'est la première chose importante. Mais promis, il n'y a pas besoin d'avoir des boîtes qui ressemblent à ça. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, non, ça ne sert pas à rien. Faut pas dire ça, sinon Sarah va me tuer avec le pognon qui passe dedans. Mais non, ça sert à finasser. Moi, j'adore finasser, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais pour la pêche de tous les jours, c'est inutile. Donc, ouais, 20 leurres au total. Vous avez déjà une boîte, vous attraperez peut-être plus de poissons. Parce que des fois, je passe du temps à me poser des questions, au final, je pêche pas. Est-ce que vous utilisez beaucoup de leurres roses? Pas assez. Rose, orange, fluo par exemple, ils en ont sorti toujours par rapport à l'AREA, et ça je suis à peu près sûr, c'est vraiment pas culturel, donc j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 1 ou 2 dans la boîte, et c'est une erreur, je suis à peu près sûr que c'est une erreur, parce qu'on parlait du blanc tout à l'heure, coloris simple, efficace, clair, les coloris qui se voient mieux dans l'eau dès qu'on passe un peu profond, c'est souvent ce genre de coloris, rose, orange, fluo là, donc je suis à peu près sûr que ça aurait des très bons résultats, mais je le fais pas, je pense que c'est une erreur. Donc si vous avez l'occasion de le faire, il faudra me le dire. Je suis preneur d'infos là-dessus, mais cette année ça fait partie des choses que je m'étais dit. Il y a des marques qui sortent des coloris sur des poissons nageurs type rivière, des coloris AREA. Alors dans l'AREA on aime bien les coloris par contre fluo, fun et tout. Et je me suis justement dit, là je suis en train de refaire mes boîtes rivière. Ça me prend 1 mois et demi, tout calé. Il y en a partout sur la table du salon, enfin, le truc génial. Et du coup j'en ai acheté une petite cinquantaine, histoire de dire, de tester. Ouais, ça fait partie des choses que cette année je voudrais essayer. Mais
peut-être une autre fois, si je reviens, mais je dirais, j'ai travaillé le sujet, mais là, pas trop. On va attendre. Voilà, mais je suis sûr que ça marche. Une question, quelle que soit la largeur de la rivière, vous pêchez, vous remontez toujours la rivière? Oui, je la remonte toujours. Après, c'est pareil, c'est une habitude. Ça n'a pas d'intérêt stratégique, on peut la descendre aussi. C'est vrai qu'en rivière moyenne, on le fait souvent pour ne pas rencontrer les pêcheurs entre eux. C'est une convention. Des fois, on se fait insulter quand on descend une rivière, d'ailleurs. Pour la pêche, ça n'a pas d'importance majeure, si ce n'est la discrétion, évidemment, sur les zones claires, souvent avec les eaux claires, forcément, il y a un peu de discrétion, c'est mieux de monter parce qu'on est à l'arrière, sachant que quand on arrive plein pot en face de la truite, on est aussi dans un espace mort de son cône de Villon. C'est pas si mal non plus au final. Mais non, c'est vrai que c'est pareil, c'est des choses, il y a plein de choses sur lesquelles il faut que je m'améliore. Ça fait partie des choses, c'est une convention. Je monte par contre sur un poste, donc j'ai vraiment l'habitude. Je me force, on a un circuit. Hein, quand on a l'habitude de faire un poste, on fait un circuit toujours le même. Et on attaque du coup toujours la même façon. Et je me force à faire des circuits différents sur le même poste. Et j'attrape des poissons différents. Mais toujours en montant. Il y a combien de lancers sur un poste en moyenne? Ça dépend vraiment des stratégies là aussi. Si on est en stratégie rapide, 5-6 lancers. Un poisson actif, ça répond vite, pas de problème. Si je suis en train de gratter sur un gros poste, je peux lancer 200 fois. Ah, il y a des fois où je sais qu'il y en a une belle, notamment quand on cherche un beau poisson. Alors des fois, je fais des pauses quand je l'ai vu suivre, je remonte un peu au-dessus, je reviens. Il y a 2 ans, j'avais fait avec un client, on avait fait un super poisson pour la Grande Rue, c'était sur la rivière de la Grande Rue, un poisson de 53, donc c'est un très beau poisson pour chez nous. On l'a gonflé au poisson nageur. Elle a fini par réagir, mais la touche, je regardais la canne, la touche n'était pas la bonne. La touche, elle était frétillante comme ça vaut rien. C'était pas. Le gars me dit, c'est une touche, il va me relancer. Tu lui fous la paix. On est remonté 20 minutes sur une autre zone et on lui a cassé les pieds. On est revenu après lui casser les pieds au leur soupe. On parlait de grosse taille. C'était un duck fine pour pas les citer, pour le carnassier, pour le brochet en 15 cm. Et il est arrivé coffré. Et là, la touche, par contre, 3 coups. En effet, il y avait un gros caillou. Je dis non, t'es pas assez. Puis à un moment, il passe bien. Il passe la bannière au-dessus du caillou. Il commence à ramener. Le leurre plonge sous le caillou. La canne, elle s'est tordue net. Et là, puis le duck fine 15 cm, il restait pas grand-chose qu'on voyait. Il y avait la caudale, là, tout, il faisait ça, mais c'est tout. Il était vraiment cool. Et là, on avait lancé sur ce poste-là, alors en 2 fois. Hein. On avait lancé, pas 200 fois, j'exagère, mais enfin les 50 fois, il était. Et elle a mordu au bout d'un moment. Donc voilà, ça dépend vraiment de la stratégie. Soit on gratte et on peut passer beaucoup de temps, soit on est sur une stratégie rapide. Stratégie rapide par contre, un poisson, vous l'avez vu, poisson actif, vous lancez, vous mettez 2 coups de sillon, bam, c'est pendu, c'est loupé, tout ce que vous voulez, mais ça réagit très fort. Parce qu'on sature avec un poisson nageur, ça paraît pas, mais on sature. Enfin, un poisson nageur tournante, hein, on sature très fort le milieu de suite. Puis il y a des leurres qui saturent le milieu, il y a des leurres, il faut mettre des lunettes de soleil quand vous les mettez, parce que ça fait des éclats dans tous les sens. 3 coups, et des grosses vibrations, des gros rollings et des éclats dans tous les sens, ça réagit très fort. La truite, c'est un poisson dingue, c'est un poisson très rapide. Si elle doit réagir, ça peut réagir très fort. Et au niveau du fluo, oui. Moi j'ai toujours entendu qu'au niveau du fluo, les poissons dits sauvages avaient un comportement moins. Ils étaient beaucoup moins fans du fluo par exemple que les poissons lâchés. Ils étaient beaucoup plus attentifs à la couleur du leurre et au caractère. Naturel. Ouais, naturel. Alors moi aussi je l'ai beaucoup entendu, mais c'est vrai que des fois on entend des bêtises, alors celle-là je sais pas. Pour moi je vois pas de raison particulière, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas beaucoup testé, donc sincèrement j'ai pas d'avis, mais je vois pas de raison pourquoi elles attaquent pas du fluo en fait. Elles attaquent du blanc, est-ce qu'on voit du blanc mat, du blanc brillant, ou du blanc fluorescent, les poissons fluorescents larges comme ça qui passent dans la rivière, on les compte sur les doigts de la main quand même, hein. Et elles réagissent à un stimuli, le fluo c'est très visible, ça on est sûr. Quand vous avez, il y a un truc qui est passé sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec des tuyaux là, avec toutes les couleurs, et le gars il descend et on voit que le fluo c'est la dernière couleur qu'on voit. Je crois que c'est le rose ou l'orange fluo, ou les deux d'ailleurs. Du coup quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pour ça que je me suis dit merde, il faut que je teste ça. Du coup honnêtement j'ai pas de certitude, on fera le test chacun de son côté, mais je vois pas de raison, à part le fait de... Il y a des habitudes historiques aussi, on aime bien, moi j'aime bien dans ma tête coller au naturel, j'ai des imitations d'ablettes qui sont à pleurer, avec un peu d'attracteur et tout, on est sur du Véron-Magnier, c'est pareil. Ça ressemble à quand j'ai attaqué la truite, je fais chaud Véron-Magnier, donc je m'y colle, j'ai pris beaucoup de beaux poissons comme ça. Donc on essaie d'y coller au naturel, et en fait, je vois que des fois, le fluo, je dis que j'ai pas essayé, alors sur poisson nageur, mais sur des leurres souples, j'ai dû essayer, et ça marche,
le ventre orange fluo, c'est une tuerie. Donc pour moi, ça doit marcher. Après, il faudra essayer. Pour moi, ouais, je vois pas pourquoi. Oui. Dans quelles conditions on utilise les cuillères ondulantes en rivière? Eh ben, l'avantage des cuillères ondulantes, c'est qu'on peut les utiliser à peu près partout. L'ondulante, c'est le 4x4 de la rivière. Pour y avoir que ça dans la boîte, ça peut avoir une présence dans l'eau forte, pas très forte, mais forte ou assez faible, selon le coloris, etc., la façon dont elle papillonne. Et ça passe partout, surtout une même cuillère ondulante, on peut faire des couches d'eau énormément si on la laisse couler ou pas. Donc c'est vraiment un 4x4, c'est revenu ces dernières années. Moi j'adore la pêche à balle à la cuillère ondulante, c'est redoutable. Enfin, on lance en face et hop, on ramène juste au moulinet comme ça, vraiment ça prend bien le jus là. C'est une tuerie, ça fait vraiment des cartons. Voilà. Après, c'est de plus en plus, ça devient des leurres. Alors c'est une mode aussi, il y a des modes dans le leurre, c'est une pêche de consommation aussi, mais c'est vraiment un 4x4 de la rivière. Sincèrement, si j'avais qu'un leurre à prendre, je crois que je prendrais une ondulante. Ça fait tout, ça fait absolument tout. Poser sur le fond, à tartillonner là. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais sur l'ondulante je mets des attractants aussi, ça arrive selon les zones. Je le fais pas sur les poissons nageurs à tort, on me l'a dit il y a pas longtemps. Qu'il faudrait le faire, c'est pareil. Mais voilà, l'ondulante, si, c'est. Faut en avoir. Il n'y a pas de condition particulière, c'est la polyvalence qui fait sa force. Ouais, c'est la polyvalence qui fait sa force, ouais, je pense. Après, c'est quand même un leurre d'attraction, donc à l'ouverture pure dans le Cantal, par une eau à 5 degrés, c'est peut-être pas l'idéal, mais j'ai déjà pris des poissons dans ces conditions. J'ai pris des poissons dans tous les postes et toutes les luminosités à l'ondulante, enfin, c'est vraiment énorme. Ramener en surface très rapidement des petites ondulantes, ça et la tournante, c'est les deux seules façons que j'ai trouvées de faire réagir régulièrement des poissons qui gobent, qui sont vraiment sur une éclosion super précise. Donc quand elles gobent, qu'elles font les faux folles, là, des fois elles sont un peu opportunistes, on les prend en leurre, il n'y a pas de problème. Et vous savez, quand elles sont sur les ecdios, les mouches, les marques brown, tout ça, des choses comme ça, les mouches de Mars, elles sont vraiment calées là-dessus, les pêcheurs à la mouche le savent bien. Et bien au leurre, on arrive là, alors les fourmis l'été pour un guide de pêche, je vois des fourmis, j'ai envie de rentrer chez moi. Elles sont toutes actives, les clients voient des centaines de poissons, on n'arrive pas à en prendre. Et ça marche. Ça a des toutes petites ondulantes dans la pellicule, là, alors ça marche. Vous en attaquez 10, il y en a une qui monte, mais enfin, si vous en avez vu 200, ça fait toujours 20 poissons. Voilà, pour l'ondulante. J'aime beaucoup. Du coup, forcément. Sur les attractants, tu peux nous dire comment tu les utilises Alors les attractants, c'est assez nouveau pour moi. J'en ai pas beaucoup. Lié à la praticité, c'est pareil, on n'est pas au carnassier, on peut pas avoir qu'une canne, on peut pas avoir non plus 12 attractants. Tu veux quoi, de la crevette, de la langouste aujourd'hui? C'est difficile. Donc du coup, j'en ai pour être honnête. Au phéromone avec une petite odeur poisson, impeccable. Je pense que je suis pas certain, c'est pareil, je connais pas assez, mais je suis pas certain qu'il y en ait des beaucoup meilleurs que d'autres. Souvent, odeur poisson, des choses comme ça, c'est bien parce que c'est ce qu'elles connaissent. Ou l'ombrique, ça marche bien aussi. Et je les utilise. Alors, je les utilisais sur le souple, par logique on va dire, je les utilise de plus en plus sur tout. Sauf le poisson nageur, on en a parlé il n'y a pas longtemps justement, avec un grand pêcheur qui me dit mais pourquoi tu l'utilises pas sur le poisson nageur? J'en sais rien, par connerie. Il faudrait, je pense. Plus les pêches sont lentes, plus on l'utilise évidemment sur la panthère martin en radier où ça passe très fort et ça vibre, elle n'attaque pas parce que ça sent bon, encore que faudrait le tester, faudrait faire des calculs là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt majeur. Par contre, clairement, des fois, c'est pareil, c'est culturellement, les truiteux n'utilisent pas d'attractants. J'ai sur une rivière bien connue, très claire, il y a quelques temps, un poisson qui gobait, un copain l'attaque au PN. Elle ferme les ailes, elle se pose au fond, elle était en train de nympher à ce moment-là. Là, on se dit, bon, ben là, on est pas mal, les copains, celle-là, à mon avis, on la verra pas aujourd'hui. Je dis, attends, on teste un truc et tout, j'y pose un petit leurre souple, très imitatif en l'occurrence. Vraiment très imitatif. Avec pas mal d'attractants. Pas trop par contre, parce que je suis sûr que trop ça leur fait, ça va pas du tout. Mais un pet d'attractant, je le pose 1 mètre devant elle, dans la veine, une veine semi-rapide on va dire. De suite quasiment, enfin en quelques secondes, on la voit qui commence à rouvrir les ailes et à faire comme ça, je dis tiens, ça sent bon. Et elle a mis 1 minute et demie, alors qu'à l'autre, ça a l'air de passer 1 heure quoi. Elle est remontée lentement, et là je suis à peu près sûr que c'est des poissons très éduqués. Si on anime, elle se barre. Je le vois au réservoir chez moi, les poissons suréduqués, si on anime, ils savent que ça pique, hop, ils arrêtent. Leur poser au fond, elle l'a avalé. Donc là, c'était pas l'action du leurre. Là, lui, il était posé au fond. Posé au fond, j'aurais pu le caler, mettre une clochette, c'était parfait. C'était vraiment la sauce qu'il y avait avec la viande qui lui a plu.
Par contre, trop d'attractants, moi je l'ai vu, alors je l'ai pas constaté sur des poissons sauvages parce que j'ai pas pu le faire, pas eu le temps, pas eu l'occasion. Sur des poissons de lâcher, au réservoir, chez moi je les ai vus ouvrir pareil, et suivre une trace olfactive sur quelques mètres, quoi, et en avoir mis trop, et la trace olfactive devient trop forte, elle commence à secouer la tête et hop, elle se barre. Donc il faut, c'est pareil, faut pas le tremper dans l'attractant, tous les deux lancer, à mon avis ça sert à rien. Mais c'est vrai que une truite, ça a un odorat fort. Hein. Alors sur les sauvages, on ne le voit pas forcément, mais j'avais lu une étude, mais qui était en anglais, donc comme je parle anglais comme une vache espagnole, ça me prenait un peu de temps. Et où il travaillait sur les poissons de pisciculture, sur la capacité olfactive d'une truite, c'est énorme. Alors les sauvages, ils savent le faire forcément, elles sont équipées pareil, hein. Après ça sent pas tout à fait la même chose, mais forcément elles le savent. Et ils avaient fait une étude simple avec des granulés qui coulaient. Ils balançaient des granulés, des gravillons, des granulés, des gravillons, la même forme, etc. Les mêmes. Et en fait, au début, elles gobaient tout, mais vous voyez bien qu'il y en avait qui étaient durs et qui étaient dégueulasses. Et à la fin, elles n'avaient pas besoin de les gober, elles les suivaient et elles essayaient d'attraper si c'était des granulés et pas si c'était des granulés. Donc ils en avaient déduit que c'était lié à la trace olfactive que lâchaient les granulés. Je suis pas sûr qu'une mouche de mai ait une trace olfactive très forte. Comme je suis à peu près sûr qu'un poisson blanc, par exemple, mine de rien, une trace olfactive c'est sûr. Puis alors quand elle l'engueule, ça a du goût. Forcément, ça. Quand elle lui esquiche les ratiges dessus, normalement il y a un peu de jus qui sort là, et puis c'est vachement meilleur qu'un leur en plastique. Voilà, du coup, je vais vous parler, alors je vous en ai parlé un petit peu de la tendance du moment. J'ai la chance, avec plusieurs autres personnes, d'en être à l'origine. On en voit une sur le PowerPoint, c'est mon poteau Vincent Petit. Du coup, là on était en Italie, parce qu'on a été découvert, donc c'est l'area, le Trutaria, qui est une pêche très très ludique, très marrante en France. Je vous ai dit un petit peu. Alors Quesaco, c'est de la pêche en réservoir de truites au leurre, avec toute une panoplie de leurres, notamment des ondulantes, boutons, etc. Crank, petits poissons nageurs, qui permettent de les attaquer. L'historique en France, il est assez simple. On a démarré la Trutaria il y a 2 ans, moi en revenant d'une Coupe du Monde en Italie. Ça m'avait beaucoup plu. J'avais vu à peine, mais je m'étais dit, tiens, ça peut être marrant. À l'origine, c'était un peu une blague, c'était pour travailler un petit peu avec mes clients fidèles l'automne, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que pour un guide de pêche qui travaille que sur la truite, l'automne et les gîtes étaient un peu. Donc je me suis dit, tiens, on va remplir un peu avec ça, au moins avec les clients fidèles, on va mettre pour qu'ils s'amusent un peu. Ça a marché beaucoup mieux que prévu. On a lancé du coup un lac qui s'appelle Trutaria, vous avez là, qui est dans le Cantal, vous imaginez bien, vous avez ici. Et on a lancé cette année la Trutaria Cup, et donc avec 2 formats, le format Big Fish et le format XUL. Big Fish, c'est des gros poissons. XUL, c'est beaucoup de petits poissons, une pêche de rapidité. Et le format compétition, c'est en duel. Donc c'est marrant. On a le 3e Big Fish en France de ce week-end. Impeccable. Donc voilà, Trutaria de loisirs, c'est beaucoup de Big Fish parce que c'est assez marrant. Vous allez avoir des poissons survitaminés, avec des combats très forts, avec un matériel light, voire ultra light, avec des poissons très puissants. C'est très très rigolo. J'avoue que sincèrement, quand je pars en guidage sur l'area ou en rivière, beaucoup plus rassuré sur l'area. Parce qu'en général, on va se spoiler. En rivière, c'est la merde. Donc, ça, avec tout l'amour que je porte à la rivière, c'est vrai qu'en termes de capacité d'amusement, de s'éclater, etc., on l'a vu, la rivière c'est super technique, c'est passionnant que ça soit technique, mais c'est vrai que quand on va à la pêche 2 fois par an, et que ce que je vous ai mis dans la conférence, je vous le mets dans la tête au bord de l'eau, la tête, des fois il me dit non, mais ça va, parce qu'on a plein, ah non, là t'es pas assez haut, là t'es pas... C'est très précis, l'area aussi, hein, attention, c'est pas une pêche de facilité, loin s'en faut, les meilleurs gagnent toujours, mais disons que vous allez prendre des poissons, même en area Big Fish, même à un niveau moyen, parce que je suis là aussi, sur le lac, et donc je trouve toujours une combine, et vous en attrapez ne serait-ce qu'une ou 2, en plus les combats sont géniaux, la canne elle plie dans tous les sens, le frein il chante, il appelle sa maman, donc c'est comment ça fait. Et voilà, et là pour pas vous cacher, on a fait la photo très fière de nous parce qu'on était allé défier les Italiens et on était qualifié en finale. Mais moi j'ai pris une grosse cramée en finale. Vous êtes meilleur que moi. Voilà pour l'area. Je vous mets la dernière, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, la dernière diapo, la conclusion. Un grand merci pour votre attention parce que du coup, vous voyez, j'ai été bavard. Je ne dois pas devant du record là, en bavartitude. Mais ça c'était prévu, hein. Vous allez avoir des commentaires sur Facebook. Allez, l'autre il est bavard comme une pie. Je vois arriver ça de près. Vous n'hésitez pas.
Vous avez mon portable, je suis sur Facebook aussi, évidemment, comme à peu près les 2 tiers de la population mondiale. Vous n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à revenir vers moi avec plaisir. Alors des fois je suis long à la... Vous n'hésitez pas à me harceler un peu, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah mais tu réponds pas très vite !» Oui, parce qu'en fait, des fois j'ai pas le temps. Mais c'est avec plaisir, c'est pas pour me la péter ou dire que je réponds pas aux gens, c'est juste que des fois je suis un peu débordé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'avais une petite question sur les cuillères tournantes. Oui. La base pour la couleur c'est soleil doré, sombre argenté. Ouais, moi j'en suis un peu sorti de ça. Je fais pas trop de... La base de la cuillère ondulante, de la cuillère tournante, pardon, fatigue. C'est la capacité de se mettre en action. Pour moi en priorité. Donc par exemple, une Panther Martin ou une ARS de chez Smith, peu importe, a une capacité à se mettre en action plus rapide que une MEPS par exemple. Donc elle va être plus efficace dans les pêches les plus amont, parce que dès qu'elle tombe dans l'eau, elle tombe. C'est le leurre d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise dans cette rivière, qui a sans doute la capacité de mise en action la plus rapide. Le poisson nageur va se mettre en action plus lentement. Et une autre tournante aussi. Une tournante style MEPS, il faut la caler un peu sur la veine, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, planter la canne sur le côté gauche, ou droit d'ailleurs, on s'en fout, et la caler dans la veine pour pouvoir la faire forcer contre la veine, et là elle va se mettre en action. Panther Martin, vous la ramenez pleine âme, enfin, je dis une Panther Martin, c'est pas des noms commerciaux, une palette sur l'axe, quelle que soit la marque, on s'en fout, une palette sur l'axe, vous la ramenez pleine aval, elle va tourner. Ça tournera moins, mais elle va tourner, et elle prend une motion impeccable. Alors qu'une palette sur étrier, du coup, elle va avoir une mise en action plus rapide. C'est tout, moi c'est ça et les fluos, les tables fluos je l'utilise pour les tournants. Sinon après argenté ou doré, ça dépend de moi, c'est plus les corps, la couleur des corps un peu fluo là, j'aime bien, ouais. Ouais, par exemple. Est-ce qu'il y a des marques de leurre à éviter? Ah bah si je dis ça, je vais me faire tuer. Si le commercial n'est pas dans la salle, c'est pas... Non, toutes les marques dans le commerce ont été testées, elles marchent, sincèrement. La marque qui prend le plus de poissons, c'est Caperlan, parce que vous n'avez pas peur de le perdre, ça vaut 2 €. Après, c'est juste qu'il y en a qui sont adaptés ou pas. Voilà, il y a des leurres qui décrochent, il y a des leurres qui décrochent pas. Ils sont adaptés à une façon de pêcher. On me dit, oh mais celui-là il est nul. Il n'est pas nul, tu l'utilises dans le courant, il est fait pour aller dans le plat. Prenez des leurres Area qui sont faits pour pêcher très lentement, à la moindre sollicitation, il commence à dodeliner des fesses comme ça. Si vous le mettez dans un courant, il va faire du dos crawlé toute la journée, évidemment il ne va pas prendre beaucoup de poissons. Mais c'est plus une question d'adaptation du leurre. Sincèrement, en toute honnêteté, des marques qui ne prennent pas de poissons, je ne connais pas beaucoup. Sur les poissons nageurs, moi j'étais un poisson nageur en ligne, il a des crics qui se mettent dans la cage. Oui. Il a des crics en eau, souvent avec un flottant, parce que les hameçons sont... Tout à fait. Alors moi je me fais chier parce que je suis vraiment tatillon, je les rééquilibre. Donc que je passe des soirées à mettre mon poisson nageur avec ses simples, à le mettre dans l'eau et l'équilibrer avec des petites chevrotines sur l'hameçon pour qu'il soit suspendu. Et attention, parce que quand vous faites ça, vous le faites avec de l'eau froide, parce que sinon ça ne marche pas. Sinon l'eau froide est plus dense, que je ne dise pas de bêtises, donc au plus l'eau est froide, au plus votre poisson nageur est flottant. Et déjà, naturellement, vous avez le humpback minnow, par exemple, le Liquicrat, qui est un leurre exceptionnel, un peu oublié maintenant, mais qui est un leurre à jerker, là, qui est exceptionnel pour la truite, sur des zones un peu pas trop puissantes. Déjà, à l'ouverture, vous l'achetez tel quel avec les tripes, vous le mettez dans l'eau, il est flottant. Parce qu'en effet, sa densité, elle est sans doute un peu faible. Par contre, dans l'eau à 14 degrés, il redevient à peu près suspendu. Donc moi, je les rééquilibre, clairement. Alors, il faut être un peu par jour, mais je passe des moments à faire ça. Alors attention, là, non. Là, du coup, il coupe des fesses, donc ça va pas. Tchac. Et après, on colle à la cyanocrylate la petite chevrotine, parce que sinon, au premier instant, on la perd et il faut recommencer. Mais c'est une très bonne réponse. C'est tout à fait exact. Du coup, est-ce qu'on est bon pour les questions? Oh, 2 heures. Eh ben, très bien, parfait. Je pense qu'on peut applaudir. Et puis on va vous inviter à un petit buffet. Et puis si vous avez encore des questions, bien sûr, Guillaume est avec nous pour poursuivre les débats. Merci. Impeccable. Hop là.